Alors, on commence par le choix le plus important de ta vie, ou plutôt, de ta survie, où tu habites. Si t'as répondu une ville super cool du XIVe siècle, pleine d'opportunités et de culture, bah, t'es mort à 85%. Sérieux. Les villes pendant la peste noire, c'était pas des cartes postales médiévales idylliques. C'était surpeuplé, crado, et les gens adoraient jeter leurs déchets dans la rue. Imagine des milliers de personnes entassées dans des bâtiments en bois, sans plomberie, sans égouts, et des rats tellement à l'aise qu'ils devaient payer un loyer. Les centres urbains comme Londres, Paris ou Florence, c'était le buffet à volonté de la peste. Promiscuité? Check. Caniveau à ciel ouvert? Check. Bétail qui vit à l'intérieur? Bingo. Les villes étaient un nid à contacts humains, à bestioles en tout genre, et, comment dire, ça sentait vraiment, vraiment mauvais. Si les pathogènes aéroportés t'épargnaient, le traumatisme olfactif quotidien te finissait. Même pas besoin d'être malade, juste d'être à côté de quelqu'un qui l'était. Les marchés, les églises, les bains publics, quand ils étaient ouverts, ce qui était rare, c'était blindé de monde. Les puces adoraient. Les rats se régalaient. Et toi, pauvre citadin qui essayait juste d'acheter des oignons, tu étais à une morsure de l'effondrement total. Maintenant, compare ça à la campagne. Oui, il y avait des inconvénients, l'isolement, la météo, parfois une oie un peu agressive. Mais surtout, il y avait de l'espace. Moins de voisins, moins de foule, et beaucoup moins de rats au mètre carré. Si t'habitais dans une ferme ou dans un bled paumé au sommet d'une colline, où le voisin le plus proche était à 2 chèvres de distance, tes chances de survie augmentaient considérablement. Encore mieux, les monastères isolés. Certains ordres religieux, comme les chartreux, pratiquaient un silence et un isolement quasi total. Leur style de vie n'était pas conçu pour survivre à la peste, mais ça s'est avéré être l'équivalent médiéval d'une bulle de quarantaine VIP. Bref, si tu tenais à tes poumons, à ton sang, et à ta vie, le meilleur truc à faire en 1348, c'était de t'éloigner des gens autant que possible, légalement ou pas annule tes voyages, quitte le marché plus tôt, et si quelqu'un te dit c'est sûrement pas si grave, c'est le signal, chope ta cape et barre-toi de la ville. Imagine, on est en 1349. Quelqu'un éternue dans ta direction. Tu fais quoi? A. Tu demandes poliment si ça va? B. Tu lui proposes une gousse d'ail? Ou C. Tu cours comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas? La bonne réponse, c'est C, toujours. À l'époque, personne ne savait ce qu'était un virus. Mais il comprenait un truc, si quelqu'un près de toi commence à transpirer, à tousser, ou à saigner d'endroits bizarres, c'est l'heure de devenir un ermite. La distanciation sociale n'avait pas encore de nom cool, mais les survivants la pratiquaient religieusement. On pensait que la peste se propageait par le mauvais air, aussi appelé un miasme. C'était pas complètement faux, c'était les puces, pas le brouillard, mais éviter les autres humains qui puaient la décomposition était un excellent conseil, accidentellement. Les gens qui se sont retirés tôt à la campagne, dans la maison de famille, bref, n'importe où qui n'était pas plein de tout suspect, avaient beaucoup plus de chances de s'en sortir. Des familles entières ont survécu en fermant la porte et en ne la rouvrant qu'un an plus tard. Est-ce que ça a mis les relations à rude épreuve? Carrément. Est-ce que c'était gênant quand ton cousin venait frapper, en te suppliant pour une soupe et en éternuant à travers le trou de la serrure? Extrêmement. Mais le faire rentrer pouvait signifier que vous seriez tous morts avant dimanche. Donc, pas de soupe pour cousin Grégory. Certains nobles et familles riches ont même fui leur ville dès les premiers signes de peste. La riche famille Pcacio, par exemple, a plié bagages et a quitté Florence. Distanciation sociale avec vin, poésie et zéro contact avec les paysans, malins. Pendant ce temps, les moins chanceux apprenaient à s'auto-isoler, par essai et erreur, surtout des erreurs. Les marchés, les festivals, les mariages, tout grand rassemblement était une roulette russe microbiologique. Si t'avais la volonté de les zapper, de rester chez toi et de parler à ton chat au lieu de ton voisin, t'avais une chance de survivre à la pandémie. C'est simple, chaque interaction était une condamnation à mort potentielle. Et même si les gens du Moyen-Âge n'avaient pas de threads Twitter sur aplatir la courbe, ils ont vite compris que moins de poignées de main signifiait plus d'anniversaire. Si t'as eu la chance de survivre à la peste noire, y a de fortes chances que t'étais pas sapé en velours. Parlons fringues, et plus précisément, comment ta garde-robe pouvait te tuer en 1348. La classe supérieure médiévale adorait les longues robes fluides, les manches bordées de fourrure et les tissus épais et ornés,
qui disaient « J'ai de l'argent et je n'ai absolument pas l'intention de fuir rapidement ». Mais pour les puces, c'était pas du style, c'était de l'immobilier de luxe. La peste ne faisait pas de discrimination, riche ou pauvre. Si t'avais du tissu et de la peau, t'étais une cible. Mais plus t'étais riche, plus t'avais de couches de vêtements, et plus tu donnais de place aux puces pour s'installer et fonder une petite famille. De cette façon, ton sens de la mode pouvait fonctionner comme une chaîne d'hôtels pour parasites. Ce qui marchait ? La simplicité. Les survivants avaient tendance à porter des tuniques plus courtes, moins de tissu, des manches plus serrées et du lin, le seul tissu pour lequel les puces n'écrivaient pas de lettres d'amour. Bonus si tu lavais tes vêtements plus d'une fois par saison, ce qui, oui, était considéré comme excessif selon les normes médiévales. Certaines communautés sont allées jusqu'à brûler des garde-robes entières, pensant que la maladie s'accrochait aux vêtements. C'était pas complètement faux, les puces peuvent survivre pendant des jours sans ôter se faire un plaisir de se balader sur ton manteau préféré. Cette cape en velours avec sa bordure en fourrure d'écureuil, c'est pas un flex si elle transporte aussi la mort microscopique. Les gens portaient aussi des accessoires, beaucoup d'accessoires. Mais les colliers de perles, les parfums et les bouquets de romarin ne faisaient pas grand-chose pour arrêter la peste, à moins que tu ne comptes le fait d'offenser le nez de tout le monde pour qu'ils gardent leur distance, auquel cas, bravo. Et si tu te poses la question, non, l'armure n'aidait pas non plus. Tu ne pouvais pas combattre la peste à l'épée. Mais mourir en armure complète parce que tu refusais d'enlever tes gantelets assez longtemps pour te laver les mains, ça serait très cohérent avec certains chevaliers. Si tu espérais survivre à la peste noire, la géographie était plus qu'un simple décor, elle pouvait littéralement te sauver la peau. Surtout si cette peau était loin, très loin en altitude. La science médiévale avait des lacunes, ils ne savaient pas ce que étaient les bactéries. Mais ils ont remarqué des schémas, comme le fait que les personnes vivant sur des collines ne mouraient pas aussi vite que celles des basses terres marécageuses. Coïncidence ? Peut-être. Mais si le cadavre de ton voisin venait de tomber par-dessus la clôture, tu n'allais probablement pas rester pour exiger des études évaluées par des pairs. L'altitude avait quelques avantages sournois. Premièrement, les rats, les petits véhicules de la mort de la peste, détestaient grimper, ou plutôt, ils détestaient rester en altitude, surtout là où la nourriture était rare et les températures baissaient. Plus la colline était froide, moins tu étais susceptible d'organiser un festival de puces. Deuxièmement, le vent. Les hauteurs signifiaient une meilleure circulation de l'air. Et même si le mauvais air, ou miasme, n'était pas la cause directe de la peste, fuir les ruelles stagnantes et à l'odeur putride pour des brises fraîches au sommet d'une colline était une bonne idée de toute façon. Au minimum, ça t'épargnait l'arôme de la vie urbaine médiévale, un mélange de déchets humains, de poils de chèvre et de désespoir. Les collines venaient également avec le luxe de moins de monde. C'est ça, altitude plus isolement égale une combinaison gagnante à toutes les époques. La peste ne pouvait pas se propager s'il n'y avait personne pour l'attraper et personne pour te respirer dessus en faisant la queue au puits communal. Certains monastères et manoirs étaient déjà construits en hauteur, pas pour des raisons de peste, mais parce qu'ils aimaient la vue et détestaient être envahis. Mais quand la peste noire est arrivée, ces fondations ont soudainement semblé visionnaires. Pas besoin d'être riche pour aller en altitude, même les bergers, les gardiens de chèvres et ce type qui parlait aux oiseaux avaient la bonne idée. De l'air frais, pas de voisins et une marche raide dissuadant à la fois la peste et les visites surprises. Et si quelqu'un de la vallée arrivait en traînant des pieds avec une toux et une histoire sur le fait qu'il pense que ce n'est qu'un rhume, tu avais une excuse valable pour faire rouler un tonneau en bas de la colline sur lui, en état de légitime défense. Commençons par l'évidence, les gens du Moyen-Âge n'étaient pas connus pour leur amour du savon, de l'eau ou des limites personnelles. Au XIVe siècle, la grande renaissance du bain avait connu une période difficile. Les périodes médiévales antérieures avaient des bains publics, certains assez élaborés, mais à l'arrivée de la peste noire, le bain était perçu avec une profonde suspicion. Les experts médicaux, et j'utilise ce terme avec beaucoup de prudence, pensaient que l'eau chaude ouvrait vos pores et vous rendait plus vulnérable aux maladies. En d'autres termes, se laver vous rendait plus susceptible de mourir. C'était bien sur le contraire de la vérité. Les puces porteuses de la peste adoraient la peau sale et non lavée, en particulier le type de peau enfouie sous 3 couches de laine et le ragoût du mois dernier. Les personnes qui se baignaient, même rarement, étaient moins attrayantes pour les parasites. Elles ne le savaient pas, bien sûr. Elles pensaient juste qu'elles étaient assez malchanceuses pour sentir le péché. Il s'avère que le péché sentait la survie. Le savon existait, mais il était soit fait maison à partir de cendres et de graisse animale, soit absurdement cher. Pourtant, certains survivants se lavaient régulièrement les mains et le visage,
même si c'était plus de la superstition que de la science. D'autres se baignaient avec des herbes, du vinaigre ou du vin, ce qui était moins efficace mais vous faisait sentir comme une salade. Les vêtements priés étaient un autre problème. La lessive était faite peut-être une fois par mois si vous étiez riche et impliquait généralement de battre vos vêtements contre un rocher en espérant que l'époux comprenne le message. Ceux qui prenaient le temps de faire bouillir leur linge ou de changer de vêtements chaque semaine, pas exactement propres selon les normes actuelles, mais positivement stériles selon les repères de l'ère de la peste. Et n'oublions pas l'hygiène dentaire. Le dentifrice n'existait pas, mais mâcher des feuilles de menthe ou frotter du sel sur vos dents était une chose. Encore une fois, ça ne guérissait pas la peste, mais ça rendait votre conversation sur votre lit de mort légèrement plus tolérable. Donc, un bain pouvait-il vous sauver la vie? Pas directement, mais ça réduisait considérablement vos chances de vous transformer en un banquet de puces mobiles. De plus, ça vous séparait de la foule, littéralement. Les gens vous évitaient parce que vous sentiez bizarrement propre. Ah, les médecins médiévaux. Des hommes d'une grande confiance, d'une hygiène douteuse et de théories encore pires. Si vous vous sentiez un peu pestiféré en 1349 et que vous décidiez « je ferais mieux d'appeler un médecin », félicitations, vous venez de faire votre dernière erreur. Pour être juste, ils faisaient de leur mieux avec le peu qu'ils comprenaient, ce qui était rien. La principale théorie de l'époque était celle des 4 humeurs, le sang, la flegme, la bile jaune et la bile noire. Si vous étiez malade, cela signifiait que vos humeurs étaient déséquilibrées. La solution, drainer quelque chose, généralement du sang, occasionnellement de la dignité. Donc, vous vous présentiez en toussant du sang et il répondait en vous collant des sangsues jusqu'à ce que vous ressembliez à une outre à vin dégonflée. Ou pire, ils ouvraient une veine pour laisser sortir le mauvais, ce qui avait l'effet secondaire de vous laisser sortir aussi. Ensuite, il y avait les médecins de la peste, vêtus de leurs masques iconiques à bec d'oiseau, remplis de fleurs, d'herbes et d'épices. Le bec n'était pas une déclaration de mode, c'était leur version primitive de pays. Ils pensaient que les bonnes odeurs éloignaient le mauvais air, ce qui n'était pas totalement faux si vous définissez le fait de fonctionner comme vous empêchant d'être trop étourdi pour remarquer l'odeur des corps en décomposition. Leurs outils, des bâtons en bois pour vous toucher à une distance sûre, une canne pour vous pousser dans une fosse commune si les choses ne se passaient pas bien et beaucoup de sauge à brûler. Les options de traitement étaient tout aussi sombres, frotter des oignons sur vos aisselles, boire des émeraudes broyées, porter un crapaud mort dans un sac autour de votre cou, vous asseoir dans des pièces remplies de fumée. En d'autres termes, si ça semblait stupide, douloureux ou hautement inflammable, c'était probablement prescrit. Ironiquement, les personnes qui s'en sortaient le mieux étaient souvent celles qui évitaient complètement les soins médicaux, comme les nonnes, les sages-femmes et les herboristes qui s'en tenaient à l'hygiène de base, aux bandages propres et au calme au milieu de la peste noire. Quand les villes se sont transformées en morgues à ciel ouvert et que les médecins ont prescrit des oignons pour tout sauf la décapitation, un groupe a tranquillement surpassé tout le monde dans le jeu de la survie, les moines. Mais pas n'importe quel moine. On parle des moines qui font vœu de silence et restent à la maison. Pensez aux chartreux, pas aux frères itinérants avec des poches pleines de puces. Pourquoi la vie monastique offrait-elle un tel potentiel à l'épreuve de la peste? Pour commencer, les monastères étaient souvent isolés, perchés sur des collines ou nichés dans des coins ruraux paumés. Ils étaient conçus pour la prière et la réflexion, pas pour les festivals de circulation ou les auberges surpeuplées avec ce type qui toussait dans sa soupe. Ensuite, il y avait les règles. La vie monastique n'était pas une anarchie, elle venait avec une structure, des repas programmés, un assainissement strict, selon les normes médiévales, et un manque suspect de contact physique. Ustensiles partagés? Peu probable. Câlin? Spirituellement découragé. Orgie dans des bains publics? Absolument pas. Ils avaient aussi accès à de la nourriture et à de l'eau propre, un énorme avantage quand une grande partie de la population était trop malade pour cultiver ou faire bouillir une marmite. Les monastères stockaient du grain, cultivaient leurs propres herbes et, surtout, ne comptaient pas sur les marchés urbains grouillants de rats et de regrets. Oh, et avons-nous mentionné qu'ils étaient célibataires, ce qui signifiait pas de visite nocturne aux donzelles de tavernes pestiférées? Juste vous, vos pensées et le chant latin occasionnel pour vous tenir compagnie. Maintenant, tous les moines ne s'en sont pas sortis vivants. Certains, qu'ils soient bénis, ont choisi d'agir comme soignants. Ils s'aventuraient dans les villes pour aider les malades. Nobles? Oui, mais statistiquement déconseillés. Le clergé itinérant avait le pire des deux mondes, l'exposition à des étrangers mourants et l'incapacité de s'enfuir parce que cela aurait mal paru dans la Bible. Donc, si vous suiviez la voie du moine, votre meilleure option était de rejoindre tôt,
de rester sur place et de dire non aux missions. Bien sûr, vous n'aviez pas besoin d'être moine pour bénéficier du style de vie monastique. Vous aviez juste besoin de copier leurs habitudes, vivre au milieu de nulle part, cultiver votre propre nourriture, limiter les contacts. Dans l'économie de la peste noire, certains emplois venaient avec un bonus spécial, l'exposition immédiate aux germes de tout le monde. Commençons par les messagers. Leur travail était de se déplacer entre les villes en transportant des lettres, des proclamations ou des décrets royaux de mauvais augure. Personne ne voulait entendre parler. Excellent pour le cardio, terrible pour les chances de survie. Chaque fois qu'un messager descendait de cheval et remettait un rouleau, il échangeait essentiellement du papier et de la peste avec quiconque avait éternué sur la dernière livraison. Ensuite, il y avait les marchands, les Uber Eats du XIVe siècle, moins l'hygiène et la satisfaction du client. Les marchands voyageaient entre les villes, les marchés et les ports, apportant des épices, du tissu et des puces d'un endroit contaminé à l'autre. Ils étaient des super propagateurs de la peste avant que la superpropagation n'ait un nom. Si vous faisiez ces boulots, vous étiez l'équivalent humain d'un pigeon voyageur avec un désir de mort. Alors, quels emplois vous donnaient une meilleure chance? Les forgerons, les boulangers, les bergers et les meuniers. Les personnes qui travaillaient avec le feu, le grain ou les animaux et qui restaient surtout entre eux. Ces personnes n'avaient pas besoin de voyager loin, elles n'avaient pas besoin de serrer la main à des inconnus ou d'entrer dans des villes saturées de peste pour des réunions qui auraient pu être des rouleaux de parchemin. Ensuite, il y avait les fossoyeurs. Morbides? Oui, mais étrangement sécurisés. Le travail n'était pas sans risque, mais ils avaient de meilleurs outils, comme des gants, des pelles et la stratégie très sous-estimée de ne pas toucher les choses avec votre visage. Certains ont même appris à reconnaître les premiers signes de la peste et ont été très fiers de ne pas mourir comme tout le monde autour d'eux. Si vous étiez vraiment chanceux, vous pouviez être un reclus, un ermite ou un gardien de chèvre légèrement impopulaire. Le travail solitaire était soudainement à la mode, votre comportement antisocial étant renommé en planification pandémique avisée. Même les artisans comme les cordonniers et les tisserands s'en sortaient décemment. Ils travaillaient à domicile, prenaient un nombre limité de clients et pouvaient prétendre qu'ils n'étaient que OK, on va mettre les choses au clair. À l'époque de la peste, les rats, c'était pas juste un bruit de fond. C'étaient les personnages principaux, des méchants poilus, nerveux et cavaliers de la peste, qui rythmaient ta vie. Leur mission, bouffer ta bouffe et te laisser un cadeau souvenir appelé Yersinia Pesti. Si tu voulais survivre à la peste noire, un des trucs les plus intelligents à faire, en plus de courir en montée et d'éviter les humains, c'était de surélever ton garde-manger. Sérieux. Des bacs à grains posés à même le sol? C'est une rapartie assurée. Des paniers de pain ouverts sous ton lit? Félicitations, t'as ouvert un buffet sur le thème de la peste. Les rats étaient pas difficiles, et leurs puces non plus. Dès que les rongeurs s'installaient dans ton garde-manger, tes chances de vivre au-delà du carême chutaient plus vite que tes réserves de céréales. Certaines familles médiévales ont fini par comprendre. Elles stockaient la nourriture sur des étagères en bois en hauteur, dans des pots en céramique ou dans des boîtes suspendues au plafond, comme des pinatas bizarres que personne n'avait le droit de frapper. C'étaient pas des choix de design sophistiqués, c'étaient des tentatives désespérées de tenir la peste à distance. Et puis il y avait les chats, les MVP sous-estimés du contrôle des rongeurs. Plus t'avais de félins qui rôdaient dans ta cuisine, mieux c'était. Malheureusement, certains endroits ont accusé les chats d'être les familiers des sorcières et les ont tués. Spoiler, ça a rendu le problème des rats bien pire. C'est dur de survivre quand tu viens d'exécuter ta seule ligne de défense. Aussi, parlons de tes déchets. Jeter les restes par la fenêtre, c'était pas juste impoli, c'était un appât à rats. Idem pour laisser des tas de compost à côté de ta maison, comme une sorte de Airbnb pour rongeurs. Les survivants intelligents déplaçaient leurs déchets loin de leur habitation, de préférence dans le jardin de quelqu'un d'autre. Il est important de noter que les rats n'ont pas techniquement causé la peste, ce sont leurs puces. Mais les puces ne voyagent pas sur de longues distances toutes seules. Quand la catastrophe frappe, les gens ont tendance à réagir de deux manières, en cherchant calmement des solutions rationnelles, ou en rejoignant une foule hurlante armée de torchers, convaincus que c'est la faute des voisins. Devinez laquelle était la plus populaire en 1348? La peste noire n'a pas seulement tué des corps, elle a brisé des cerveaux. Et sans théorie des germes, microscope ou leadership des sangs, les gens ont été obligés d'inventer des explications. Beaucoup ressemblaient à C'est forcément eux, suivis de fourches, de torchers et de violences sauvagement mal dirigées. Dans certaines villes, des foules ont accusé des étrangers, des juifs,
des étrangers et essentiellement tous ceux qui avaient l'air de ne pas avoir éternué récemment. Les gens croyaient que les pluies étaient empoisonnées, que la peste était une punition de Dieu, qu'une veuve locale avec trop de chats avait causé tout ça avec ses potions à base d'herbes suspectes. Spoiler, rien de tout ça n'a aidé. En fait, le comportement des foules empirait généralement les choses. Vous rassembliez un grand groupe de personnes déjà paranoïaques, criant les uns sur les autres à propos de « il a toussé près de ma vache », puis vous preniez d'assaut la maison de la victime pour « quoi ? Résoudre la peste en la brûlant ? Malin, vraiment malin. Pire encore, les foules rapprochaient les gens physiquement, entassés dans des foules en sueur, criant et échangeant des bactéries comme ils échangeaient des cartes Pokémon. Vous ne risquiez pas seulement de faire une erreur morale, vous risquiez aussi de contracter la maladie même que vous essayez de reprocher à quelqu'un d'autre. Les gens qui ont réellement survécu à la peste noire étaient souvent ceux qui se faisaient discrets, pas parce qu'ils étaient des lâches, mais parce qu'ils n'étaient pas intéressés par les rituels de panique collective. Pendant que la foule était occupée à traîner un astrologore de la ville pour avoir lu les étoiles avec trop de confiance, les survivants barricadaient leurs fenêtres, faisaient bouillir de l'eau et ne mouraient pas tranquillement. Il y a une leçon ici, la panique se propage plus vite que la peste et les foules en colère sont rarement des solutionneurs de problèmes avisés. À moins que vous n'aimiez l'odeur de la fumée, de l'échec moral et d'une exposition garantie aux gouttelettes de tout, peut-être ne prenez pas la torche. Parce que dans une pandémie, la seule chose plus contagieuse que la maladie, c'est l'ignorance à grande échelle. Ah, l'ail. Haleine fraîche de la nature, assaisonnement de base et déodorant corporel médiéval de choix. Quand la peste est arrivée, les gens n'avaient pas de vaccin, d'antibiotiques ou même une compréhension solide de ce qu'était un germe. Ce qu'ils avaient, c'était de l'ail, et ils l'utilisaient pour tout. Ils en mangeaient cru, l'accrochaient au-dessus de leur porte, le portaient autour du cou comme des gousses de défi aromatiques. Était-ce scientifiquement efficace ? Soyons honnêtes, pas vraiment. Mais dans un monde où vos autres options incluaient de vous baigner dans du vinaigre, de boire de leur fondu ou de laisser quelqu'un percer un trou dans votre crâne pour libérer le mauvais air, l'ail était relativement raisonnable. Pourquoi l'ail ? D'abord, ça sentait fort, et c'était un gros problème. La principale théorie de la maladie à l'époque était le miasme ou le mauvais air. Donc, si vous pouviez masquer l'odeur des corps en décomposition et des déchets humains avec quelque chose d'agressivement herbal, les gens pensaient que vous étiez sur le chemin de la guérison. L'ail était le Axe Body Spray de 2348. Mais il y a un rebondissement. L'ail est un antibactérien léger et un répulsif pour insectes. La science moderne confirme qu'il a effectivement des propriétés antimicrobiennes. Donc, même si les gens du Moyen-Âge ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils se sont peut-être accidentellement rendus moins attirants pour les puces, les véritables vecteurs de la peste. Cela dit, ne donnez pas trop de crédit à l'ail, ce n'était pas un bouclier magique. Vous ne pouviez pas frotter une gousse sur votre front et vous promener dans un tas de cadavres indemnes. Certaines personnes mangeaient tellement d'ail qu'elles devenaient socialement inapprochables, ce qui, ironiquement, aidait à la distanciation sociale. De plus, l'ail ne fonctionnait pas si vous faisiez toujours tout le reste de travers, porter des robes infestées de puces, rendre visite à des voisins malades, boire dans des tasses partagées lors d'un festin funéraire bondé. Tout l'ail du monde ne vous sauverait pas, vous mourriez juste extra assaisonné. Au XIVe siècle, la capacité de sentir quelque chose d'agréable comme des roses n'était pas seulement une expérience sensorielle charmante, c'était essentiellement un outil de diagnostic. Si votre nez fonctionnait encore, félicitations, vous n'étiez probablement pas encore mort. La logique était simple, la peste frappait souvent fort et vite, apportant des symptômes comme la fièvre, les vomissements, le gonflement et, surtout, une perte soudaine de la volonté de se tenir debout. Un signe particulièrement troublant était l'apparition d'une puanteur accablante, à la fois de la personne malade et de la ville environnante. Si vous pouviez sentir des fleurs au lieu de chair en décomposition, vous étiez déjà en avance sur le jeu. C'est là qu'intervenait le bouquet de fleurs. Les personnes ayant des moyens, ou même simplement un bon instinct, portaient de petits bouquets d'herbes et de fleurs appelés pomandés ou nosegays. Ce n'étaient pas des gestes romantiques, c'étaient des masques à gaz DIY faits de lavande, de menthe, de sauge et de pétales de rose. Vous en portiez un à la main, vous le fourriez dans votre manche ou vous le colliez simplement sur votre visage comme un accessoire de fête renaissance désespérée. Était-ce efficace? Techniquement non, mais symboliquement, ça faisait des merveilles. Se promener avec un sachet floral vous donnait l'air d'essayer quelque chose, ce qui, pendant la peste, vous mettait en avance sur à peu près la moitié de la population. Le raisonnement était à nouveau lié à la théorie du miasme, l'idée que les mauvaises odeurs transportaient la maladie. Donc, naturellement,
si vous pouviez masquer la puanteur avec des roses, vous purifiez l'air. En pratique, vous vous donniez simplement quelque chose sur quoi vous concentrer qui n'était pas la mort. De plus, les personnes qui utilisaient des fleurs et des herbes avaient souvent les moyens de s'isoler, de se laver occasionnellement et d'éviter les zones les plus touchées. Ce n'étaient donc pas les roses elles-mêmes, c'était le style de vie qui les accompagnait. Les renifleurs de roses avaient tendance à éviter les fosses d'aisance et les fêtes de rue. De plus, les gens gardaient des fleurs dans la maison, brûlaient de l'encens et faisaient mijoter des herbes sur des braises, non pas parce qu'ils étaient des aromathérapeutes, mais parce que vivre à 10 personnes dans une cabane d'une pièce avait besoin d'un certain ajustement d'ambiance, ce qui, franchement, a peut-être sauvé votre vie. Soyons réalistes, la peste n'était pas seulement un test d'immunité, c'était un test de votre calendrier social. À une époque où le contact humain était à peu près aussi sûr que de lécher un poignard, l'amitié est devenue gênante. Chaque câlin, poignée de main ou tasse partagée était un jeu de roulette bactérienne. Et les personnes ayant les meilleures chances, celles qui déclinaient poliment toutes les invitations pour toujours, les survivants médiévaux étaient souvent celles qui vivaient des vies calmes et sans incident, pas parce qu'elles étaient des virologistes perspicaces, mais parce qu'elles n'aimaient tout simplement pas tellement les gens au départ. En bref, les introvertis ont prospéré. Ce voisin qui disait toujours « je passerai plus tard » et ne le faisait jamais? Toujours vivant. Le couple qui a sauté tous les marchés, foires, mariages, festins et fêtes des saints? Toujours vivant. Le type qui marmonnait à ses poulets et vivait dans un hangar? Bizarre, mais toujours vivant. Plus vous aviez d'amis, plus la peste avait de chances de se faire transporter chez vous. Même les gestes gentils étaient dangereux, offrir du pain à un voisin malade? Risqué. Rendre visite à votre tante pour prendre de ses nouvelles? Mortel. Les cercles de prière en groupe? Sains, mais hautement contagieux. De nombreux survivants ont limité leur contact à seulement quelques membres de leur famille proche, et même cela venait avec des règles, manger séparément, éviter les tout suspectés, si nécessaire, construire 2 maisons et crier entre les fenêtres. Si quelqu'un éternuait, c'était l'équivalent médiéval d'être supprimé des amis pour la vie. Ce n'était pas personnel, c'était des mathématiques de survie. Même les monastères et les familles nobles pratiquaient des formes précoces de quarantaine. Si une personne présentait des symptômes, elle était envoyée dans une autre aile où, si vous étiez pauvre, on vous disait simplement d'aller vous allonger dans la grange et on verrait. Voici la partie que personne n'aime admettre. Parfois, survivre à la peste noire se résumait à un coup de chance stupide. Les bons choix ont aidé, bien sûr, se laver occasionnellement, éviter les festivals, ne pas lécher les étrangers. Mais même si vous faisiez tout bien, une seule puce avec une attitude pouvait gâcher toute votre vie. Cela dit, les chances s'amélioraient vraiment si vous étiez aussi extrêmement ennuyeux. Parce que l'excitation au XIVe siècle impliquait souvent des personnes, du mouvement, du bruit et de très mauvaises décisions. Ce sont les extravertis, les vagabonds, la foule qui passe juste en ville qui avait tendance à se faire inviter à des funérailles qu'ils ne savaient pas être les leurs. Les survivants se sont appuyés sur la monotonie. La peste ne se souciait pas de votre charisme, elle ne se souciait pas de vos ambitions, de votre boulot secondaire ou de votre rêve d'ouvrir une taverne à Bruges. Elle se souciait de savoir si vous étiez à portée de morsure. Donc, le type qui passait ses journées à s'occuper des betteraves et à marmonner à propos du temps. Immunisé? Non. Mais invisible au danger? Presque. Il y avait aussi des anomalies génétiques. Les scientifiques modernes pensent que certaines personnes portaient des mutations, comme le gène CCR5D32, qui les rendaient plus résistantes aux effets de la peste. Ils ne le savaient pas à l'époque, bien sûr. Ils pensaient juste, bizarre que je ne saigne pas des aisselles comme tout le monde. Donc, oui, si vous étiez génétiquement chanceux, vivant seul, légèrement antisocial, aimant l'eau bouillie et déraisonnablement attaché à votre chat, félicitations, vous étiez l'élite médiévale. Mais au moment où vous deveniez créatif, essayez une nouvelle ville, invitiez des amis, rejoignez une parade de flagellants ou buviez dans ce mystérieux calice partagé au marché, les chances tournaient. Ennuyeux signifiait routine. La routine signifiait moins de surprises. Et moins de surprises signifiait moins d'éruptions cutanées inexpliquées et moins d'insuffisance organique spontanée. Si vous avez survécu à la toux, au saignement, aux rues pourrissantes et à l'haleine d'ail maladroitement agressive, félicitations, vous êtes officiellement entré sur le territoire des survivants de la peste. Et maintenant, vous faites face à votre tâche finale, vous assurez que quelqu'un sait que vous étiez ici. Parce que survivre à la peste noire ne consistait pas seulement à éviter la mort, il s'agissait d'être rappelé pour cela. Entrez les scribes, les moines,
les chroniqueurs et les villageois légèrement traumatisés avec une bonne mémoire et un accès au parchemin. C'étaient les vrais MVP. Non seulement ils ont survécu à tout le monde, mais ils avaient aussi l'énergie d'écrire à ce sujet. Des gens comme Giovanni Boccaccio, qui nous a donné le Décaméron, un livre sur des Florentins riches se cachant de la peste en racontant des histoires à la campagne. Ou ce moine du Yorkshire qui a griffonné en marge, une grande peste est venue et beaucoup sont morts. Minimaliste, mais efficace. Écrire les choses était plus qu'une simple catharsis, c'était un moyen de traiter ce qui s'était passé, de transmettre des avertissements et de se vanter discrètement de votre système immunitaire. Les survivants qui ont enregistré leurs histoires ont façonné la façon dont les générations futures ont compris la peste et, ce faisant, ils ont transformé le fait de ne pas mourir en une sorte de projet d'héritage. Mais voici le piège, vous deviez survivre à la date limite d'impression. Cela signifiait rester prudent même après que le pire soit passé. Beaucoup ont baissé leur garde trop tôt. Ils ont célébré, se sont réunis, ont organisé des festins extrêmement prématurés et sont morts lors de la deuxième vague. Donc, si vous vouliez vraiment aller jusqu'au bout et écrire votre histoire, ne vous précipitez pas en ville. Ne serrez personne dans vos bras juste parce que l'évêque a dit que la peste était probablement terminée. N'acceptez pas de bière gratuite d'un homme avec des furoncles visibles. Attendez plutôt, restez ennuyeux, gardez votre journal à proximité, observez. Et quand c'était sûr, vraiment sûr, prenez une plume et enregistrez votre histoire. Peut-être que personne ne la lirait, peut-être qu'elle moisirait dans un coffre poussiéreux. Mais peut-être, juste peut-être, qu'un futur historien tomberait dessus et dirait, celui-là savait ce qu'il faisait. Parce que survivre à une pandémie, c'est impressionnant, mais y survivre avec des preuves, c'est éternel. Bien avant que la psychiatrie ait un nom, la maladie mentale était considérée non pas comme une condition médicale, mais comme un message divin ou une malédiction. Dans l'ancienne Mésopotamie, si quelqu'un avait des hallucinations, parlait de manière incohérente ou agissait de manière erratique, la première hypothèse n'était pas la folie, mais la possession. Les Sumériens croyaient que des esprits maléfiques pouvaient entrer dans le corps humain et prendre le contrôle. Un esprit perturbé signifiait qu'un démon avait revendiqué l'âme. Les premiers traitements enregistrés n'étaient pas basés sur la logique ou la science. Au lieu de cela, ils combinaient des rituels, des prières et de la magie. Des tablettes d'argile d'Assyrie décrivaient des incantations détaillées conçues pour chasser l'envahisseur spirituel. Les exorcistes étaient plus fiables que les médecins. Ce n'étaient pas des croyances marginales obscures, c'étaient des diagnostics courants. Dans l'Égypte ancienne, les choses n'étaient pas très différentes. Le papyrus Héber, l'un des plus anciens documents médicaux existants, enregistre à la fois des explications physiologiques et spirituelles pour les comportements étranges. Si vous pleuriez sans raison, oubliez votre propre nom ou vous retiriez des autres, vous pouviez avoir un utérus errant ou être maudit par un dieu. Les traitements, aromathérapie, purification rituelle et appel à l'intervention divine. Ils croyaient que le cœur était le siège de la pensée, pas le cerveau. Mais les Grecs ont porté les choses à un autre niveau. Dans les épopées homériques, la folie est souvent l'œuvre des dieux. Ajax abattant des moutons en pensant que c'étaient ses ennemis, est un résultat direct de l'ingérence divine. Le concept de folie divine est devenu tellement ancré dans la culture grecque qu'il était parfois considéré comme une forme d'inspiration. Platon a même soutenu que certaines formes de folie étaient des cadeaux des dieux, conduisant vers la prophétie, le génie artistique ou la perspicacité poétique. Les poètes n'étaient pas fous, ils étaient choisis. Pourtant, tout n'était pas spirituel. Hippocrate, souvent considéré comme le père de la médecine moderne, a offert une explication plus physique. Il a blâmé les déséquilibres dans les 4 humeurs corporelles, le sang, la flegme, la bile noire et la bile jaune. La mélancolie, ce que nous pourrions maintenant appeler la dépression, était un excès de bile noire. Ses solutions, un régime alimentaire, du repos et des changements de style de vie. Pas mal pour un homme né en 460 avant Jésus-Christ. Cette dualité, spirituelle contre physique, définirait la façon dont les sociétés considéraient la maladie mentale pendant des siècles. Une personne pouvait être maudite ou chimiquement déséquilibrée, un prophète ou un fou. La frontière entre guérisseur et prêtre était mince, et selon l'endroit où vous viviez, les voix dans votre tête pouvaient soit vous valoir un temple, soit un enterrement. Dans l'Europe médiévale, la maladie mentale a perdu toute la grâce qu'elle avait sous les Grecs. Fini les débats philosophiques sur l'inspiration divine ou le déséquilibre humoral. Au lieu de cela, l'Église est intervenue, et avec elle sont venus le feu, le soufre et la peur. Si vous entendiez des voix ou voyiez des choses qui n'étaient pas là,
la conclusion probable n'était pas un déséquilibre humoral, mais un péché, ou pire, Satan lui-même. La folie était maintenant encadrée à travers un prisme religieux. Les malades mentaux étaient souvent considérés comme moralement corrompus, spirituellement faibles ou possédés par des démons. Le diable était le principal suspect. Une paysanne errant dans les rues en haillons, murmurant pour elle-même, pouvait être vue comme une sorcière. Un noble pleurant pendant des jours sans raison pouvait être accusé d'abriter un péché inavoué. La confession, la flagellation et la prière étaient considérés comme des traitements viables. Les médecins s'en remettaient aux prêtres. Les institutions de l'époque ne s'en sortaient pas mieux. Il y avait peu d'endroits dédiés aux malades mentaux. La plupart étaient laissés à errer dans la campagne, à survivre dans des cachots ou à pourrir dans des monastères surpeuplés. Dans certaines villes, ils étaient enchaînés sur des places publiques pour leur propre sécurité, où les habitants pouvaient les piquer avec des bâtons ou leur jeter des pièces de monnaie pour se divertir. La folie est devenue un divertissement. Puis vint le Bethlehem Royal Hospital à Londres, mieux connu sous le nom de Bedlam. Fondé au XIIIe siècle, c'était l'une des premières institutions à héberger les personnes atteintes de troubles mentaux. Mais héberger est un terme poli. Bedlam a rapidement dégénéré en un zoo humain. Les visiteurs payaient l'entrée pour regarder les fous enchaînés au mur ou hurlant derrière des fenêtres grillagées. Les traitements comprenaient des immersions dans l'eau froide, des saignées, des purges et des flagellations. La théorie était simple, chasser le diable par la force. Et pourtant, au milieu de l'horreur, quelques faibles étincelles d'humanité sont apparues. Certains moines ont offert de la gentillesse et un abri. Les médecins islamiques, comme Avicenne, opérant loin de l'emprise de l'Inquisition, ont continué à promouvoir la théorie humorale et les soins doux. Dans l'Espagne mauresque, les hôpitaux traitaient les malades mentaux avec de la musicothérapie et de l'air frais. Mais dans la chrétienté, la miséricorde était rare et l'ignorance régnait. La folie était un mot imbibé de crainte. Vous n'obteniez pas d'aide, vous étiez enchaîné. Vous ne trouviez pas la guérison, vous trouviez l'exil. Pour la plupart des personnes atteintes de troubles mentaux au Moyen Âge, le monde n'offrait guère plus qu'un cachot, un prêtre et des prières que personne n'écoutait. L'âge de la folie avait commencé, et il faudrait des siècles avant que la compassion ne rattrape son retard. La Renaissance est souvent romancée comme une période de redécouverte de la beauté, de la science et du potentiel humain. Mais pour ceux qui souffraient de maladies mentales, le changement a été plus compliqué qu'encourageant. Alors que les connaissances classiques refaisaient surface, les anciennes idées médicales ont également refait surface, en particulier celles d'Hippocrate et de Galien. L'emprise de l'Église s'est légèrement relâchée, et pendant un moment, la folie a été autorisée à avoir à nouveau un corps, pas seulement une âme. Les médecins ont commencé à recadrer la maladie mentale à travers l'anatomie et le déséquilibre, plutôt que le péché et les démons. La mélancolie, l'hystérie, la manie, sont redevenus des termes reconnaissables, traités au moins en théorie avec un régime alimentaire, de l'exercice et un environnement calme. Il y a même eu un regain d'intérêt pour l'astrologie, les étoiles étant parfois blâmées pour l'instabilité émotionnelle. Un tempérament maussade? Peut-être que Saturne était dans la mauvaise maison. Mais ne confondez pas cela avec de la gentillesse. L'esprit de la Renaissance était encore profondément méfiant de ce qu'il ne pouvait pas quantifier, et le corps était toujours soumis à la purification. La saignée est restée populaire, tout comme les vomissements induits. Si quelqu'un était trop agité, il pouvait être retenu pendant des jours ou soumis à des chaises tournantes conçues pour réinitialiser le cerveau. En Italie et en France, les asiles sont devenus plus courants, non pas par compassion, mais pour protéger la société des imprévisibles. Une voix notable s'est démarquée, celle de Johan Weyer, un médecin néerlandais du milieu des années 1500. Weyer a osé affirmer que de nombreuses soi-disant sorcières étaient simplement des femmes atteintes de troubles mentaux qui avaient besoin de soins, pas d'exécution. Il a écrit de Praestigie Démonum, des illusions des démons, plaidant contre les procès de sorcières et défendant les fous contre la colère de l'Église et de la foule. Sans surprise, l'Église n'était pas ravie. Ses livres ont été interdits et ses idées largement ignorées. Pendant ce temps, la folie est restée un outil utile pour ceux qui étaient au pouvoir. Les épouses indésirables, les rivaux politiques ou les filles rebelles pouvaient être discrètement déclarées fous et enfermées. Pas de procès, pas de scandale, juste un diagnostic commode. La maladie mentale était autant une arme sociale qu'un mystère médical. L'art et la littérature, cependant, ont fleuri avec des représentations de la folie. Pensez au chagrin de la noyade d'Ophélie. Pensez à Don Quichotte s'attaquant au moulin à vent. Le fou est devenu une figure tragique, presque romantique, brisé par le monde, perdu dans l'illusion.
Mais la société ne savait toujours pas comment les aider. La Renaissance a rouvert le corps et a ravivé l'esprit, mais l'âme des soins psychiatriques était toujours enchaînée, et l'âge des Lumières allait rendre cette contradiction encore plus forte. Les Lumières ont promis la raison, le progrès et le triomphe de la science sur la superstition. Mais en ce qui concerne la maladie mentale, les résultats ont été mitigés. D'une part, l'idée d'enfermer quelqu'un pour être possédé a perdu de sa crédibilité. D'autre part, la société avait maintenant besoin d'une nouvelle excuse pour marginaliser les malades mentaux, de préférence une avec une blouse blanche et un vocabulaire latin. L'asile, autrefois une rare curiosité, est devenu une institution en plein essor. À Londres, Paris et Vienne, de grands bâtiments ont été construits loin des centres-villes, où les fous pouvaient être cachés. Ces endroits n'étaient pas des hôpitaux, c'étaient des entrepôts surpeuplés, en sous-effectif et puant la négligence. Ils étaient conçus moins pour le traitement que pour l'isolement. Les malades mentaux ont été retirés de la vie publique comme des meubles cassés d'une salle d'exposition. Ironiquement, cela a été présenté comme un progrès. Le médecin français Philippe Pinel a notoirement ordonné que les chaînes soient retirées aux détenus de l'asile de Bicêtre en 1793, un geste largement salué comme révolutionnaire. Mais bien que symbolique, la réalité était moins idéaliste. Les patients pouvaient être déchaînés, mais ils étaient toujours enfermés, soumis à des bains glacés, à l'alimentation forcée et à la thérapie morale, qui signifiait souvent de longues conférences sur le comportement approprié prononcées par un médecin au visage sévère avec un bâton. Le traitement moral est devenu le mot à la mode. L'idée était que la maladie mentale provenait de mauvaises habitudes, de la paresse ou de défaillance morale. Alors, quel était le remède? La discipline, l'ordre, la routine. Pas d'éclat de voix, pas de questionnement. Considérez cela comme un camp d'entraînement psychologique avec des portes verrouillées. Les détenus ont appris à suivre les règles, à assister à la chapelle, à faire leur lit et à sourire à l'autorité. La conformité était considérée comme une guérison. En Grande-Bretagne, le York Retreat a émergé comme un modèle plus doux, géré par des Quakers. Il mettait l'accent sur la gentillesse, le silence et l'environnement naturel. Les patients se promenaient dans les jardins et étaient traités avec respect. Ce modèle humain a influencé d'autres personnes, mais il est resté l'exception, pas la règle. Le véritable changement est survenu dans la paperasserie. Pour la première fois, les médecins ont commencé à tenir des notes détaillées sur les patients mentaux, en dressant des tableaux des symptômes, des comportements et même des résultats du traitement. La psychiatrie se rapprochait d'être une science formelle, bien qu'elle repose encore fortement sur des suppositions et des anecdotes. Les Lumières ont fait de la maladie mentale un sujet d'étude au lieu de honte, mais le coût était une froide stérilité. Dans sa course pour tout rationaliser, la société a réduit les malades mentaux à des spécimens. Moins démoniaques, oui, mais toujours déshumanisés. Et à l'horizon se profilait un monde victorien obsédé par la bienséance et terrifié par ce qui se cachait dans l'esprit humain. L'ère victorienne était l'âge d'or des contradictions, l'élégance et la répression, les percées scientifiques et la panique morale. Et nulle part ces contradictions n'étaient plus flagrantes que dans la façon dont les victoriens traitaient la maladie mentale. Pour une société obsédée par les apparences, la folie était une fissure terrifiante dans la porcelaine. Pour les femmes, cette fissure avait un nom, l'hystérie. Dérivé du mot grec désignant l'utérus, le diagnostic est devenu une explication fourre-tout pour tout ce que les femmes faisaient qui mettait les hommes mal à l'aise. Les sautes d'humeur? De l'hystérie. Le désir sexuel? De l'hystérie. Ne pas vouloir t'épouser. Vous avez deviné, de l'hystérie. C'était un rêve patriarcal, pathologiser l'indépendance, punir l'expression émotionnelle et appeler ça la science. Les traitements étaient encore plus absurdes. Certains médecins recommandaient la thérapie vibratoire, qui oui, est exactement ce que ça veut dire. D'autres suggéraient le mariage, l'accouchement ou le repos au lit. L'infâme cure de repos du docteur Oer Mitchell confinait les femmes à leur lit pendant des semaines, sans lecture, sans conversation, sans écriture. Essentiellement, un confinement solitaire mental avec du papier peint. La chambre jaune de Charlotte Perkins Gilman était une réponse directe, écrite après qu'elle ait presque perdu la tête sous la même prescription. Pendant ce temps, dans le monde dominé par les hommes de la médecine, les choses sont devenues plus étranges. Jean-Martin Charcot, un neurologue à Paris, est devenu célèbre pour ses démonstrations dramatiques d'hystérique hypnotisée à l'hôpital de la Salpêtrière. Des foules d'étudiants masculins et de personnalités de l'élite se rassemblaient pour regarder des femmes se contracter et convulser sur commande. C'était à moitié de la science, à moitié du théâtre.
Charcot pensait qu'il faisait progresser la neurologie, les critiques appelaient cela de l'exploitation. Sigmund Freud était assis dans ses audiences, prenant des notes qui donneraient naissance à la psychanalyse des années plus tard. Les asiles victoriens sont devenus de vastes complexes, souvent entourés de hauts murs et d'arbres murmurants. Ils étaient censés être des lieux de guérison, mais trop souvent, ils étaient des dépotoirs pour les personnes gênantes, les épileptiques, les alcooliques, les filles rebelles, les parents âgés ou ceux qui souffraient simplement de chagrin. Une fois admis, l'évasion était presque impossible. Une seule signature pouvait vous faire interner, la sortie en nécessitait plusieurs autres et de la chance. Le public, pendant ce temps, maintenait les apparences. La folie est devenue quelque chose à cacher, pas à affronter. Les familles mentaient sur les proches disparus, les avis de décès omettaient les décès institutionnels. La maladie mentale était une tâche, un scandale, une menace pour les perspectives de mariage. L'asile était le placard à balai de la société, et le but n'était pas le traitement, c'était l'invisibilité. L'Angleterre victorienne a perfectionné l'art de cacher ce qu'elle craignait le plus, et enfoui sous les corsets et les cannes se trouvait une nation se noyant tranquillement dans des esprits non traités. Le XXe siècle a commencé avec des balles et des barbelés, et il a forcé le monde à enfin faire face au bilan mental de la souffrance humaine. Pendant la Première Guerre mondiale, les médecins ont été confrontés à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas soigner par l'exercice, la saignée ou l'hypnose. Des hommes tremblant de manière incontrôlable, criant face à des tirs d'artillerie fantômes ou rendus muets par la terreur. Ce n'étaient pas des faibles ou des fous, c'étaient des soldats, des héros brisés par la guerre. Ils ont appelé cela le shell shock. Au début, le terme était pris au pied de la lettre. Les médecins supposaient que les obus d'artillerie explosant endommageaient le cerveau avec des vibrations. Mais la vraie vérité était plus difficile à accepter, l'esprit humain avait une limite. La guerre des tranchées, avec son bombardement incessant, sa mort et sa claustrophobie étouffante debout, l'avaient brisé. Les officiers qui riaient autrefois des plaintes nerveuses étaient maintenant confrontés à des bataillons entiers souffrant d'amnésie, de tremblements et de terreur nocturne. Certains hommes ne pouvaient pas marcher, d'autres oubliaient leur nom, quelques-uns se contentaient de fixer l'espace pendant des jours, inatteignables. Et pourtant, de nombreux commandants traitaient cela comme de la lâcheté. Certains soldats britanniques ont été exécutés pour désertion, des hommes qui avaient en fait été rendus fous par un traumatisme. Mais lentement, les attitudes ont changé. Des médecins comme Rivers au Craig Lockar War Hospital ont commencé à expérimenter de nouveaux traitements, parler, écrire et écouter avec empathie. Rivers a notamment soigné le poète Siegfried Sassoon, l'encourageant à exprimer son traumatisme à travers le vers. C'était une révolution discrète. Pour la première fois, la maladie mentale n'était pas encadrée comme un péché ou une faiblesse, c'était une blessure. Après la guerre, le shell shock est devenu l'un des termes les plus controversés de la psychiatrie. Certains médecins ont essayé de se distancer de lui, le qualifiant de terme fourre-tout pour tout, du SSPT à la simulation. D'autres l'ont reconnu comme la naissance de la psychologie du traumatisme. Mais le public n'a pas oublié, la névrose de guerre a hanté l'imagination culturelle, des soldats brisés traînant les pieds à travers l'Europe d'après-guerre, les yeux enfoncés, les esprits loin de chez eux. Et quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée, la communauté médicale était mieux préparée. Cette fois, le terme était fatigue de combat et le traitement était plus rapide, plus humain, bien que la stigmatisation soit restée. Le shell shock a ouvert un nouveau chapitre, la maladie mentale n'était plus seulement pour les femmes étiquetées hystériques ou les excentriques dans les asiles, elle pouvait frapper les hommes les plus forts, elle pouvait être gagnée par le service et le sacrifice. Et cela a terrifié les gens, car si les héros de guerre pouvaient craquer, alors peut-être que personne n'était vraiment à l'abri du champ de bataille à l'intérieur de l'esprit. Alors que le monde trébuchait vers le milieu du XXe siècle, la psychiatrie a fait un saut audacieux et souvent brutal vers l'intervention physique. L'idée était simple, si l'esprit était malade, peut-être que le cerveau pouvait être réparé directement. Mais réparer est un terme lourd de sens ici. Ce qui a suivi a été une vague de procédures invasives qui promettaient des miracles, mais livraient souvent le silence, l'obéissance ou la ruine. Entrait la lobotomie, développée par le neurologue portugais Antonio Ega Moniz dans les années 1930. La procédure consistait à sectionner les connexions dans le cortex préfrontal du cerveau pour réduire l'agitation et les délires. Elle a valu à Moniz un prix Nobel, mais le véritable essor est venu quand le psychiatre américain Walter Freeman a introduit la lobotomie au pic à glace. Pas besoin de salle d'opération, juste un maillet et quelques minutes derrière l'orbite. C'était rapide, bon marché et horrible. Des dizaines de milliers de personnes ont subi la procédure aux États-Unis seulement,
y compris des enfants, des femmes au foyer et des anciens combattants. Certains sont devenus dociles, d'autres ont perdu la parole, la fonction motrice ou la personnalité entière. Quelques-uns sont morts sur la table. Pourtant, les hôpitaux ont continué à l'offrir parce qu'elles vidaient les lits. Un patient qui avait été violent ou non coopératif était maintenant calme, vide, gérable. Un succès selon les normes des années 1940. Puis est venue l'électroconvulsivothérapie ou ECT. Bien qu'elle soit encore utilisée aujourd'hui dans des contextes soigneusement contrôlés, ses premières applications étaient loin d'être douces. Les médecins administraient des décharges électriques suffisamment fortes pour provoquer des crises, souvent sans anesthésie ni consentement. Le but, réinitialiser le cerveau comme secouer une ampoule défectueuse. Pour certains patients, en particulier ceux souffrant de dépression sévère, cela a apporté un réel soulagement. Mais pour d'autres, cela a causé une perte de mémoire, de la confusion et un traumatisme. C'était l'âge d'or de la psychiatrie interventionniste. La cure de coma à l'insuline, l'hydrothérapie, les chambres d'isolement, les médecins ont cherché à actionner tous les leviers qu'ils pouvaient. La maladie mentale était traitée comme une machine cassée, et les outils étaient grossiers. La compassion a cédé la place au contrôle. Et pourtant, les asiles se sont gonflés avec l'essor des hôpitaux psychiatriques gérés par l'État. Des millions de personnes ont été internées, certaines sont restées pendant des décennies, oubliées par les familles et la société. La personne moyenne craignait ces endroits. Des histoires d'abus, de négligence et de contraintes ont fuité dans les tabloïds et les films d'horreur. Les malades mentaux sont devenus des monstres dans la culture populaire, des savants fous, des tueurs évadés, les déséquilibrés, les intentions étaient scientifiques, les résultats souvent tragiques. Et à l'approche des années 1960, une nouvelle idée a commencé à germer, peut-être n'étaient-ce pas les patients qui avaient besoin d'être réparés, mais peut-être le système lui-même. Dans les années 1960, la tendance s'est inversée. La confiance du public dans les asiles s'est érodée. Des journalistes d'investigation ont dénoncé les sales salles, les patients surmédicamentés et les conditions inhumaines dans les hôpitaux psychiatriques. Les familles ont cessé de croire à la promesse de soins réparateurs, et les législateurs ont commencé à poser des questions inconfortables. L'institutionnalisation aidait-elle réellement quelqu'un, ou s'agissait-il simplement d'entreposer les indésirables? Entrait le mouvement connu sous le nom de désinstitutionnalisation, alimenté par trois forces majeures, de nouveaux médicaments, la défense des droits civiques et des coupes budgétaires des gouvernements. L'idée était simple, fermer les grandes institutions et traiter les gens dans leur communauté. Les médicaments antipsychotiques comme la chlorpromazine, introduits dans les années 1950, ont permis de gérer la schizophrénie et d'autres affections graves en dehors de l'hôpital. Pour la première fois depuis des siècles, les malades mentaux pouvaient, au moins en théorie, vivre librement avec un soutien pharmaceutique. Le président John F. Kennedy, dont la propre sœur, Rosemary, avait été lobotomisée jusqu'au quasi-silence, est devenu un fervent défenseur de la réforme de la santé mentale. En 1963, il a signé un projet de loi finançant des centaines de centres de santé mentale communautaires conçus pour offrir des soins ambulatoires, un soutien au logement et une thérapie. Le but? L'indépendance, la dignité et la réintégration. Les fermetures ont commencé rapidement. Des institutions massives qui abritaient autrefois des milliers de personnes ont été vidées en une décennie. L'image de la cellule capitonnée a cédé la place à celle de la clinique de quartier. Les patients n'étaient plus enfermés, mais encouragés à vivre dans des foyers de transition, avec des travailleurs sociaux qui vérifiaient leur état. Sur le papier, c'était un triomphe humanitaire. Dans la pratique, c'était chaotique. Pourquoi? Parce que l'infrastructure ne s'est jamais pleinement concrétisée. De nombreuses cliniques communautaires étaient sous-financées, en sous-effectif ou n'ont jamais été construites. Les patients libérés des institutions de longue durée se sont retrouvés dans la rue, sans nulle part où aller. Les familles n'étaient pas préparées, les forces de l'ordre n'étaient pas formées. Soudain, le fardeau est passé des professionnels de la santé aux services sociaux, aux prisons et aux refuges. Les taux d'itinérance ont augmenté, tout comme l'incarcération. Une part importante de la population carcérale a commencé à montrer des signes de maladie mentale non traitée. La désinstitutionnalisation n'a pas été un échec total, mais elle est devenue un récit édifiant. La compassion sans préparation n'est pas une solution, c'est juste un déplacement. Pourtant, le mouvement a tout changé. Il a forcé la société à admettre que le fait d'enfermer les gens indéfiniment n'était pas un soin humain. Il a fait entrer la maladie mentale sur la place publique, dans les conversations, les politiques et finalement les médias. Il a jeté les bases des droits des patients,
du traitement éthique et d'une approche plus holistique. Mais pour beaucoup, en particulier les pauvres et les marginalisés, la promesse de soins dignes est restée juste cela, une promesse. Aujourd'hui, la maladie mentale n'est plus confinée aux asiles ou rejetée comme de la sorcellerie. Mais cela ne signifie pas qu'elle est pleinement comprise ou même largement acceptée. Le XXIe siècle a apporté des progrès considérables en neurosciences, en psychologie et en thérapie. Pourtant, la stigmatisation s'accroche comme une ombre. Malgré tout notre vocabulaire scientifique, nous tressaillons encore face à des mots comme bipolaire, schizophrène ou borderline. Grâce à l'imagerie cérébrale, nous savons maintenant que des affections comme la dépression et l'anxiété ne sont pas juste dans votre tête au sens dédaigneux. Elles impliquent de réels changements mesurables dans la chimie, la structure et la fonction du cerveau. La recherche génétique a lié certains troubles à des facteurs héréditaires. Les traumatismes environnementaux, la négligence infantile et même la santé intestinale sont maintenant reconnus comme des contributeurs à l'instabilité mentale. Pour la première fois, nous commençons à voir la maladie mentale comme une intersection dynamique de la biologie, de la psychologie et de l'environnement. Mais la compréhension n'est pas toujours synonyme d'empathie. Les médias sociaux ont contribué à normaliser les conversations autour de la santé mentale, en particulier chez les jeunes générations. Les célébrités parlent maintenant ouvertement de leur anxiété, de leur thérapie et de leurs médicaments. Les applications offrent des séances de méditation guidée, de thérapie et de suivi de l'humeur. Et pourtant, l'accès à un traitement réel est encore cruellement inégal. Les communautés rurales, les populations à faible revenu et les minorités sont souvent confrontées à des obstacles insurmontables aux soins. Pendant ce temps, l'industrie pharmaceutique, bien que cruciale à bien des égards, a également été critiquée pour la surprescription, en particulier des antidépresseurs et des stimulants. Certains patients se sentent traités comme des cases à cocher sur un formulaire de diagnostic, brièvement vu, rapidement médicamenté et rarement entendu. La thérapie, autrefois stigmatisée, est maintenant une industrie de plusieurs milliards de dollars, mais elle est encore hors de portée pour beaucoup. Et les vieux fantômes persistent. Les populations itinérantes sont encore composées de manière disproportionnée de personnes atteintes de maladies mentales non traitées. Les prisons servent maintenant d'institutions de santé mentale de facto dans de nombreux pays. Les salles d'urgence sont inondées de crises psychiatriques qu'elles ne sont pas équipées pour gérer. C'est la désinstitutionnalisation sans le filet de sécurité promis, encore une fois. Pourtant, il y a des signes d'espoir. Les soins tenant compte des traumatismes gagnent du terrain. Les programmes de soutien par les pairs sont en plein essor. Les écoles commencent à intégrer le bien-être mental dans les programmes d'études. Les mouvements pour la neurodiversité remettent en question la notion d'un seul esprit correct, et la thérapie n'est plus chuchotée, elle est recommandée. Mais le travail est loin d'être terminé. La maladie mentale n'est peut-être plus enchaînée à un mur ou coupée du cerveau, mais beaucoup souffrent encore en silence, enfouis sous la honte culturelle et l'échec systémique. L'histoire nous a montré ce qu'il ne faut pas faire. L'avenir sera défini par la question de savoir si nous commencerons enfin à faire mieux. Le Bushido, qui signifie la voix du guerrier, n'était pas une loi écrite par les empereurs ou gravée dans la pierre. Il vivait dans le cœur des samouraïs, murmuré à travers les générations, ancré dans la poésie et affûté en acier. Il gouvernait tout ce qu'un guerrier faisait, de la façon dont il se battait à la façon dont il vivait, et surtout, à la façon dont il mourait. Émergeant pendant l'ère féodale du Japon, le Bushido a évolué au fil des siècles, puisant dans un mélange de révérence shintoïste, de calme bouddhiste et de discipline confucéenne. Il exigeait cette vertu fondamentale, la loyauté, le courage, la bienveillance, le respect, l'honnêteté, l'honneur et la droiture. Ce n'étaient pas des idéaux vagues, c'étaient des obligations vécues. Un samouraï qui violait l'une d'elles pouvait s'attendre à l'exil social, ou à une fin bien plus atroce. La loyauté n'était pas négociable. Un samouraï jurait une allégeance inébranlable à son daimyo, son seigneur féodal. La trahison n'était pas considérée comme une trahison politique, c'était une pollution spirituelle. Même en cas de défaite, un serviteur loyal pouvait choisir la mort plutôt que le déshonneur. Le concept de jiri, un sens irrévocable du devoir, le liait plus étroitement que tout contrat. Et la mort n'était jamais l'ennemi. Le samouraï idéal l'embrassait quotidiennement, préparant son âme pour le moment où le devoir exigerait le prix ultime. S'il échouait à son maître, faisait preuve de lâcheté ou jetait l'opprobre sur son nom, il n'y avait qu'un seul moyen de récupérer sa dignité, le seppuku. Avec un calme stoïque, il planterait une lame dans son abdomen et trancherait latéralement, répandant à la fois la douleur et la culpabilité sur le tatami. Un second,
appelé le Keshakunin, se tiendrait derrière lui, prêt à délivrer une décapitation nette et à lui épargner une agonie prolongée. Pour les Occidentaux, cela peut sembler horrible, mais pour le samouraï, c'était magnifique, un poème final écrit dans le sang. Le Bushido n'est pas mort avec les épées. Même après la modernisation du Japon et la dissolution de la classe des samouraïs, les échos du Bushido ont persisté. Il a façonné l'étau des officiers militaires japonais pendant la Seconde Guerre mondiale et vit encore aujourd'hui dans les arts martiaux, la culture d'entreprise et la fierté nationale. Ce qui rend le Bushido extraordinaire, ce n'est pas seulement sa sévérité, c'est qu'il exigeait l'honneur non seulement dans la victoire, mais aussi dans la retenue, l'humilité et même dans la mort. L'épée était sacrée, mais ce n'était jamais le but. Un vrai guerrier sous le Bushido ne maîtrisait pas seulement le combat, il se maîtrisait lui-même. Et quand le moment final arrivait, il rencontrait la mort non pas avec crainte, mais avec dignité. Dans les terres glaciales de Scandinavie, le code des guerriers vikings était gravé dans le feu et le sang. Il n'avait pas d'écriture formelle, pas de nom unique comme le Bushido, mais il était gravé dans leur saga, leur tombe et leur dieu. Au fond, il y avait une croyance austère, la mort vient pour tout le monde, alors meurs bien. L'honneur viking tournait autour de la bravoure, de la loyauté et de la réputation. Les Nordiques ne cherchaient pas une mort paisible dans leur lit, ils cherchaient la bataille. Tomber avec une arme à la main était le rêve, pas la tragédie. Pourquoi? À cause du Valhalla. Dans la cosmologie viking, les guerriers qui mouraient courageusement étaient choisis par les Valkyries, les vierges boucliers d'Odin, pour monter au Valhalla, un paradis de guerriers où ils festoieraient, se battraient et se prépareraient pour le Ragnarök, la bataille finale des dieux. Mais si tu mourais en lâche, ton âme était jetée en elle, un monde souterrain lugubre de honte. Cette croyance a façonné la façon dont les Vikings vivaient. Les raids, le pillage et la conquête n'étaient pas seulement des actes de survie, c'étaient des rites de gloire. La lâcheté n'était pas seulement embarrassante, elle était spirituellement condamnable. Fuir une bataille, c'était souiller sa lignée. Même leurs funérailles reflétaient cet étau. Les guerriers étaient enterrés avec des armes, des boucliers, même des chevaux ou des esclaves sacrifiés, tout le nécessaire pour les jeux de guerre sans fin de l'au-delà. La loyauté envers son jarl ou son roi était un autre pilier. Les guerriers vikings, connus sous le nom de hirdmen, formaient des groupes soudés liés par des serments. La trahison du groupe était impensable. Mais cela ne signifiait pas une obéissance aveugle. Les Vikings valorisaient l'honneur personnel autant que la loyauté. Si un chef perdait la face ou prenait des décisions lâches, ses hommes pouvaient le contester, voire l'abandonner. La force commandait la loyauté, la faiblesse la perdait. Et la vengeance, c'était une vertu. Si tes proches étaient lésés ou ton honneur insulté, tu étais censé répondre avec de l'acier. Les querelles pouvaient durer des générations, se traduisant par des dettes de sang et des cycles de rétribution. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de l'équilibre. Les sagas sont remplies de héros qui refusaient une compensation où la pétanque justice n'était pas rendue, l'âme contre l'âme, même dans la vieillesse. De nombreux Vikings craignaient une mort paisible plus que la douleur. Certains recherchaient le danger dans leurs dernières années, espérant mourir dans une escarmouche glorieuse plutôt que de dépérir au lit. Tout était mieux que d'être oublié. Parce que pour les Vikings, la mort n'était pas la fin, c'était une audition pour l'éternité, et seuls les braves étaient sélectionnés. Être un soldat romain, ce n'était pas simplement se battre, c'était incarner la vertu, un mot qui mélangeait la vertu, la valeur, la virilité et le devoir civique en un seul code de conduite brutal. Un guerrier romain n'était pas simplement un tueur, il était une extension disciplinée de la République ou de la volonté de l'empereur, un symbole ambulant de l'ordre dans un monde chaotique. Le guerrier romain idéal ne convoitait pas la gloire individuelle, il gagnait l'honneur en obéissant aux ordres, en endurant la douleur et en ne bronchant jamais face à la mort. La lâcheté était impensable. Un légionnaire qui fuyait la bataille n'était pas seulement puni, il était effacé de la respectabilité. Dans certains cas, des unités entières étaient soumises à une décimation, une forme horrible de discipline où un homme sur 10 était exécuté par ses camarades pour rétablir l'obéissance. Le code des guerriers romains était construit sur la structure. L'entraînement était constant, implacable et épuisant. La discipline était plus importante que la force. Un soldat qui brisait les rangs, même dans la victoire, pouvait faire face à des coups de fouet ou à l'exécution. La gloire appartenait à Rome, pas à l'homme. Ce collectivisme distinguait l'armée romaine de la plupart des forces anciennes. C'était moins une bande de guerriers et plus une machine. Mais la vertu s'étendait au-delà du champ de bataille. C'était une attente sociale pour les hommes romains, en particulier ceux de naissance noble,
de montrer du courage au Sénat, d'être justes dans leur leadership et de faire preuve de retenue dans leur ambition personnelle. Ils étaient également considérés comme des marques d'honneur guerriers. Même les soldats à la retraite étaient censés se comporter avec dignité, comme des monuments vivants de la grandeur de Rome. L'une des vertus les plus sacrées dans la culture militaire romaine était la fides, la foi ou la loyauté. La loyauté envers son unité, son commandant et Rome elle-même. La trahison, l'insubordination ou la désertion étaient traitées avec un mépris total. Pensez à Jules César traversant le Rubicon, ce n'était pas seulement un acte politique, c'était un défi à la loyauté du code des guerriers envers la République. La mort n'était pas crainte. Mourir au combat, en particulier pour Rome, était le plus grand honneur. Les pierres tombales des soldats romains se vantaient souvent de l'endroit et de la manière dont ils étaient morts, énumérant les campagnes comme un CV pour les dieux. Contrairement aux Vikings qui cherchaient la gloire personnelle au Valhalla ou aux samouraïs qui mouraient pour leur seigneur, les Romains se battaient pour le mythe durable de la civilisation. Ils ne faisaient pas que défendre des frontières, ils exportaient l'ordre et l'imposaient avec des lances. Pour le guerrier romain, le code était clair, obéis, endure, conquiert et meurt comme un citoyen de l'éternité. Dans l'Europe médiévale, le guerrier n'était pas simplement un tueur, il était censé être un tueur chrétien. Entrait le code de la chevalerie, un ensemble d'idéaux non écrits et romancés destinés à apprivoiser la soif de sang des chevaliers avec la noblesse des saints. Du moins, c'était l'idée. Le mot chevalerie vient du français le chevalier, qui signifie cavalier, et dans un monde où la cavalerie lourde régnait sur le champ de bataille, les chevaliers avaient besoin de plus qu'une armure et des épées. Ils avaient besoin d'une boussole morale, ou du moins l'Église le pensait. Le code chevaleresque combinait les prouesses martiales avec la piété, la loyauté et oui, l'amour courtois. Un vrai chevalier était censé être brave au combat, loyal à son suzerain, généreux envers les pauvres et protecteur des femmes et des faibles. Il devait prier souvent, se battre loyalement et ne jamais mentir. Bien sûr, cet idéal existait principalement dans la littérature et les sermons. En pratique, les chevaliers pouvaient être des seigneurs de guerre brutaux avec un crucifix dans une main et une torche dans l'autre. Pourtant, le code avait une réelle influence. Pendant les croisades, par exemple, on disait aux chevaliers qu'ils ne se battaient pas seulement pour la terre ou la gloire, mais pour Dieu lui-même. Tuer au combat n'était pas un péché si cela était fait au nom du Christ, c'était sacré. Le résultat ? Certaines des campagnes les plus sanglantes de l'histoire, enveloppées d'une rhétorique vertueuse. La chevalerie exigeait également la loyauté, la fidélité à son seigneur. Un chevalier jurait des serments de service, souvent scellés sur des reliques sacrées. Trahir ce serment était considéré non seulement comme une trahison, mais comme un sacrilège. Et quand un chevalier brisait le code, il n'était pas seulement puni par les hommes, il était censé être jugé par le ciel. Ensuite, il y avait l'amour courtois, la partie la plus étrange de la tradition chevaleresque. Les chevaliers étaient censés se languir pour des dames nobles, généralement mariées, et dédier des actes héroïques à leur honneur. L'amour était censé être chaste, poétique et enivrant. Fondamentalement, cela donnait aux hommes violents quelque chose sur quoi écrire quand ils ne se décapitaient pas les uns les autres. Bien sûr, la chevalerie ne s'appliquait pas aux paysans. Les chevaliers pouvaient saccager des villages, brûler des récoltes et exécuter des rebelles sans culpabilité, tant que ce n'était pas la terre d'un autre noble. Le code était sélectif, idéaliste et souvent hypocrite, mais il a créé un mytho puissant qui a façonné la culture européenne pendant des siècles. Le code des chevaliers ne consistait pas seulement à manier une épée, il s'agissait de le justifier. La chevalerie a transformé la guerre en rituel, la loyauté en loi et l'honneur en théâtre. Si alors, les codes de guerrier, entre l'honneur et la poésie, c'est un truc de fou. Mais le code spartiate, pas de fioritures, pas de romance, juste une discipline de fer et une obéissance absolue. Sparte, la cité-État grecque antique, a construit son identité sur l'idée que chaque citoyen mâle était un soldat avant tout. À Sparte, la guerre n'était pas un métier, c'était la vie elle-même. Dès la naissance d'un garçon spartiate, son corps était jugé. S'il était faible ou difforme, il était rejeté. S'il passait l'inspection, il était remis à la gauge, un programme d'entraînement militaire géré par l'État qui transformait les garçons en instruments de guerre mortels. Pas de place pour la faiblesse, pas de place pour le doute. La gauge leur apprenait à se battre, à voler, à endurer la douleur et, surtout, à obéir sans poser de questions. Les garçons spartiates apprenaient à parler en phrases courtes et sèches, la concision laconique, on appelait ça. Parler moins, faire plus. On leur apprenait à dormir sur des roseaux, à porter des vêtements minimalistes dans le froid et à avoir faim sans se plaindre.
Le courage n'était pas seulement admiré, il était obligatoire. Un Spartiate qui fuyait le champ de bataille n'était pas seulement une honte, il était dépouillé de sa citoyenneté, méprisé par les femmes et mis au ban de la société. Commandement ultime du code spartiate, ne jamais revenir sans ton bouclier. Ça ne voulait pas dire ne le perds pas. Ça voulait dire, ne reviens pas à moins de le porter ou d'être porté dessus. En d'autres termes, gagne ou meurs en essayant. Tout le reste était de la trahison. La loyauté était si profonde que les soldats spartiates préféraient tomber jusqu'au dernier homme plutôt que de briser la formation, la phalange. Leur ligne de bataille serrée exigeait que chaque guerrier tienne le bouclier de l'homme à côté de lui. Briser la formation, c'était exposer ses frères à la mort. Ce n'était pas seulement un échec tactique, c'était un effondrement moral. Le code spartiate attendait également une soumission totale à l'État. Les Spartiates n'étaient pas libres au sens moderne du terme. Leur vie était dictée par le devoir. Devoir envers Sparte, envers l'armée, envers les dieux de la guerre. Même le mariage et la vie de famille étaient secondaires. Les épouses encourageaient leurs maris à mourir glorieusement. Les mères disaient à leurs fils, « Reviens avec ton bouclier au-dessus ». À Sparte, l'individu ne comptait pas. La gloire ne venait pas d'un héroïsme solitaire, mais en disparaissant dans la machine de guerre. Leur force était l'unité, leur honneur dans le sacrifice. Et pendant des siècles, personne n'osa défier la phalange. Parce que les Spartiates ne se battaient pas seulement comme des guerriers, ils vivaient comme des armes. Si les samouraïs vivaient par l'honneur et les Spartiates par la discipline, le guerrier mongol vivait par la froide clarté des résultats. Sous la direction de Gengis Khan, les Mongols ont construit le plus grand empire contigu de l'histoire. Pas par des nombres écrasantes, mais par la vitesse, la précision et un code de guerrier impitoyable qui valorisait la loyauté, l'adaptabilité et l'obéissance totale. Au cœur de ce code, il y avait l'allégeance au Khan. Les guerriers mongols juraient une loyauté personnelle à leur commandant, et briser ce lien était impensable. La trahison était punie non seulement par la mort, mais par l'anéantissement. Gengis Khan avait été clair, la loyauté assurait la survie, la désobéissance assurait l'extinction. La discipline mongole n'est pas née dans les villes, elle a été forgée dans les steppes brutales d'Asie centrale. La vie nomade exigeait de la résistance dès le plus jeune âge. Les garçons mongols apprenaient à monter à cheval, à tirer à l'arc et à survivre avec un minimum de provisions. Un mongol pouvait passer des jours sans feu, vivre de viande séchée et de lait fermenté, et tirer avec une précision mortelle tout en galopant à toute vitesse. Ce n'était pas une compétence, c'était une attente culturelle. Les Mongols ne croyaient pas à la gloire individuelle. Ils opéraient comme un seul organisme en mouvement. On attendait de chaque guerrier qu'il suive la yasa, un ensemble codifié de lois attribuées à Gengis Khan. Ces lois mettaient l'accent sur la discipline militaire, la méritocratie et la punition stricte. Piller sans permission, exécuter. Désobéir aux ordres, exécuter. Lâcheté au combat, devinez quoi? Exécuter. Mais ce n'étaient pas des brutes sans cervelle. Le code mongol mettait l'accent sur la stratégie plutôt que sur le chaos. Il maîtrisait la guerre psychologique, feignant souvent de se retirer pour tendre une embuscade aux ennemis qui les poursuivaient. Ils épargnaient les villes qui se rendaient et anéantissaient celles qui résistaient, envoyant un message brutal aux autres. Le mérite jouait également un rôle clé. Contrairement à de nombreux systèmes médiévaux où la naissance comptait le plus, les officiers mongols étaient promus en fonction de leurs compétences et de leur loyauté, et non de leur noble lignée. Si un paysan faisait ses preuves sur le champ de bataille, il pouvait gravir les échelons. De cette façon, le code mongol était étonnamment progressiste pour son époque, récompensant la compétence plutôt que la classe. Peut-être que la partie la plus terrifiante de leur éthique était le détachement. Les guerriers mongols considéraient la guerre non pas comme un conflit moral, mais comme une fatalité. La mort n'était pas personnelle, c'était un outil. Ils ne recherchaient pas l'honneur comme les chevaliers, ni la purification spirituelle comme les samouraïs. Ils recherchaient la victoire, et ils l'obtenaient presque toujours. Le code mongol n'était pas romantique, il était efficace, mobile et dévastateur. Il a fait des guerriers non pas de marbre ou de mythe, mais de sang, d'os et de pure détermination. Les guerriers du royaume zoulou n'ont pas été forgés dans le mythe. Ils ont été entraînés par le feu, la sueur et un révolutionnaire nommé Shaka Zulu. Au début du XIXe siècle, Shaka a transformé un groupe fragmenté de clans en une force militarisée disciplinée qui a ébranlé l'Afrique australe jusqu'à la moelle épinière. Et au centre de tout cela, il y avait un code de guerrier fondé sur l'unité, le courage et la loyauté absolue envers le roi.
Shaka a introduit des changements radicaux dans la guerre zoulou et dans l'identité zoulou. Il a remplacé la lance de jet par l'ikloa, une courte lance de coups idéale pour le combat rapproché. Il a rendu obligatoire l'utilisation de grands boucliers en cuir de vache et a organisé les guerriers en régiments étroitement liés appelés impis, chacun vivant, s'entraînant et marchant ensemble comme une famille. Mais ce n'était pas seulement une innovation tactique, c'était une transformation idéologique. Le guerrier zoulou n'était plus un combattant à temps partiel, il était un serviteur de la nation, un bouclier vivant. Les guerriers étaient regroupés par âge et formés dans une discipline rigoureuse dès l'adolescence. Il leur était interdit de se marier tant qu'ils n'avaient pas fait leur preuve au combat, une façon de lier l'honneur au service. Le guerrier ne se battait pas pour la gloire individuelle, mais pour la survie et l'expansion du peuple zoulou. Leur lien était sacré, leur formation incassable. La lâcheté n'était pas une option. Tourner le dos à l'ennemi ou briser les rangs pendant une charge était une tâche pire que la mort. Ceux qui fuyaient étaient exécutés publiquement. Ceux qui tenaient bon étaient célébrés, souvent avec des promotions, du bétail et du prestige. La bravoure était la monnaie de la masculinité, et on attendait des guerriers qu'ils donnent tout, y compris leur vie, sans hésitation. La loyauté envers le roi était absolue. Shaka régnait avec charisme et terreur, et ses guerriers le vénéraient comme une divinité. La désobéissance était accueillie par une punition rapide, souvent fatale. Mais en retour, le roi prenait soin de ses impies, offrant de la nourriture, une protection et une reconnaissance. La guerre zoulou mettait l'accent non seulement sur la force, mais aussi sur la psychologie. La fameuse formation en cornes de buffle de Shaka, avec une poitrine, des cornes et des flancs, permettait à ses forces d'envelopper les ennemis avec une précision terrifiante. Chaque guerrier avait une place, et chaque mort faisait partie d'un objectif plus vaste. Le code des guerriers zoulous a transformé une société tribale en un état militaire et des hommes ordinaires en légendes. Ils ne se battaient pas seulement pour la conquête, ils se battaient comme un seul corps, un seul battement de cœur, un seul bouclier. Et lorsque les lances se levaient, même les empires apprenaient à trembler. Parmi les déserts et les canyons du sud-ouest américain, le guerrier Apache a gravé un héritage non pas par des empires ou de grandes armées, mais par la résilience, la furtivité et un code de survie qui a défié la conquête. Pour les Apaches, la guerre n'était pas seulement un devoir, c'était un acte quotidien d'existence dans une terre aussi rude que sacrée. Contrairement aux cultures guerrières centralisées, les Apaches ne s'organisaient pas autour de rois ou d'empires. Leur code n'était pas écrit dans la loi ni dicté par des généraux. Il était enseigné par la tradition orale, l'expérience vécue et la nécessité. Dans un monde entouré de tribus hostiles, de colons en expansion et de campagnes militaires américaines, les guerriers Apaches ont développé une philosophie de combat basée sur la mobilité, la précision et l'endurance. Au cœur du code Apache, il y avait l'autodiscipline. Les garçons étaient entraînés dès leur plus jeune âge à endurer la douleur, la faim, la soif et le silence. Courir de longues distances pieds nus, se baigner dans des rivières glaciales et jeûner étaient tous des rites de passage. Un vrai guerrier avait besoin de plus qu'un bras fort, il avait besoin d'une volonté de fer. Il devait lire la terre comme un livre, traquer les ennemis grâce à des brindilles cassées et disparaître dans les falaises sans un bruit. Le silence était considéré comme une vertu, la vantardise était mal vue. Les actions parlaient plus fort que les mots, et les guerriers qui se comportaient avec bravoure au combat ne recevaient souvent aucune récompense extérieure, seulement le respect silencieux de la tribu. La furtivité et la ruse étaient autant prisées que la bravoure. Les Apaches ne considéraient pas les embuscades ou les tactiques de guérilla comme déshonorantes, ils les considéraient comme intelligentes. La loyauté envers sa bande et sa famille était sacrée. Les Apaches ne se battaient pas pour la conquête, ils se battaient pour la protection. Les guerriers étaient les défenseurs de la patrie, les gardiens de la communauté. Les représailles pour les raids, les traités rompus ou les parents tués étaient non seulement attendues, elles étaient exigées. Pourtant, la vengeance était toujours mesurée. La témérité n'avait pas sa place dans leur code. Et en matière de résistance, peu de cultures ont enduré plus de pression. Des chefs comme Geronimo sont devenus des symboles de défis inébranlables, menant des campagnes de guérilla contre des forces écrasantes. Même lorsqu'ils étaient capturés, exilés ou emprisonnés, de nombreux guerriers Apaches refusaient de se soumettre spirituellement. Leur code n'avait pas de place pour la soumission au monde extérieur. Les Apaches étaient souvent considérés comme des sauvages, mais au sein de leur culture, le guerrier était un gardien de l'équilibre, calme dans la voix, vif dans le regard, mortel dans le mouvement. Il ne courait pas après la gloire, il maintenait le monde intact, un pas silencieux à la fois. Au cœur de l'Inde du XVIIe siècle,
au milieu du choc des empires et de l'oppression des religions, est née une confrérie de guerriers différente de toutes les autres, le Khalsa, les saints soldats du sikhisme, formés par Guru Gobind Singh en 1699. Le Khalsa n'était pas seulement une force de combat, c'était une révolution morale enveloppée dans une armure, animée par un code qui combinait la dévotion spirituelle avec une résistance intrépide. Le code des guerriers sikhs était révolutionnaire à deux égards. Premièrement, il était égalitaire. Le Khalsa rejetait la caste, la richesse et la lignée. Chaque membre prenait le même nom de famille, Singh, qui signifie lion, pour effacer les divisions sociales. Un humble fermier se tenait côte à côte avec un prince. Il se battait non pas pour la conquête, mais pour la justice, pour la protection des opprimés, quelle que soit leur religion ou leur origine. Deuxièmement, il exigeait une discipline inébranlable. Lors de leur initiation, les guerriers Khalsa juraient de défendre la justice, de ne jamais se couper les cheveux, de ne jamais se livrer à l'intoxication et de ne jamais nuire aux sans-défense. Ils portaient 5 symboles, les 5 K, Kesh, cheveux non coupés, Kara, bracelet en fer, Kanga, peigne en bois, Kashra, short, et Kirpan, une épée cérémonielle. Chacun avait une signification spirituelle, mais le Kirpan en particulier signifiait le devoir de s'opposer à la tyrannie. Le code était construit autour du concept de Miri-Piri, un équilibre entre le pouvoir temporel et la sagesse spirituelle. Un guerrier Khalsa n'était pas seulement un combattant, on attendait de lui qu'il médite, qu'il serve les autres et qu'il reste humble, même au combat. La guerre était un dernier recours, jamais motivé par l'ego ou la vengeance, mais seulement pour défendre la justice. Le combat n'était pas une question de rage, c'était une question de responsabilité. Et quand ils se battaient avec acharnement. Les guerriers Khalsa ont résisté au puissant empire moghol, souvent en infériorité numérique, mais jamais en volonté. Leur cri de guerre n'était pas seulement un slogan, c'était une déclaration d'intention. La trahison du code était rare, car elle était liée à l'identité même. Être Khalsa n'était pas seulement un titre, c'était un vœu, un pacte sacré de courage, de service et d'abnégation. Le guerrier sikh ne se battait pas pour la gloire, la terre ou l'empire, il se battait parce que c'était son devoir divin. Et ce faisant, le Khalsa a forgé un héritage d'égalité intrépide qui inspire encore aujourd'hui les guerriers de conscience. Bien avant que la première bouteille ne soit brisée ou que le premier speakeasy n'ouvre ses portes, l'Amérique menait déjà une guerre contre l'alcool. À la fin des années 1800, la relation du pays avec la boisson était devenue incontrôlable. L'alcool n'était pas seulement un passe-temps, c'était un élément quotidien. Les saloons n'étaient pas de simples points d'eau, c'étaient des clubs politiques, des tripots et des bordels. L'ivresse publique était répandue, et de nombreux réformateurs pointaient du doigt l'alcool comme la racine de la violence domestique, de la pauvreté et du déclin moral. Entrée dans le mouvement de tempérance, une coalition d'activistes, de chefs religieux et de croisés politiques qui considéraient l'alcool non pas comme un vice personnel, mais comme une crise nationale. L'une des voix les plus fortes est venue de l'Union chrétienne des femmes pour la tempérance, dont les membres ont défilé, manifesté et prié devant les saloons, exhortant les hommes à renoncer à leur boisson pour le bien de leur famille. Elles ont été rejointes par l'Anti-Saloon League, un groupe qui ne se contentait pas de protester, il faisait de la politique et il jouait pour gagner. L'Anti-Saloon League a compris quelque chose de crucial, les lois changent lorsque tu changes les législateurs. Ils ont donc exercé une forte pression, ciblant les élections locales, étatiques et fédérales pour faire élire des candidats abstinents. Au début des années 1900, ils avaient construit une machine politique étonnamment efficace. Ils ont fait pression sur les politiciens, financé des campagnes et utilisé la propagande pour dépeindre l'alcool comme une menace pour le mode de vie américain. Mais il y avait plus que de la morale derrière le mouvement, il y avait de la peur et du nationalisme. Les communautés immigrées, en particulier les Allemands, les Irlandais et les Italiens, étaient souvent associées à une forte consommation d'alcool. Pour de nombreux protestants nés aux États-Unis, le saloon n'était pas seulement un vice, c'était un symbole d'influence étrangère et de division culturelle. Alors que la Première Guerre mondiale éclatait, le sentiment anti-allemand a déferlé, et la bière, fortement associée aux brasseurs germano-américains, est devenue la cible d'un dédain patriotique. Le décor était planté. Le 16 janvier 1919, le 18e amendement a été ratifié, interdisant la fabrication, la vente et le transport de boissons alcoolisées enivrantes. L'année suivante, la loi Volstead était adoptée pour le faire respecter. L'Amérique était officiellement sèche. Mais plutôt que d'inaugurer un âge d'or de sobriété et de vertu, la prohibition allait au contraire déboucher sur quelque chose de bien plus chaotique, des marchés noirs,
de la contrebande et des effusions de sang. La croisade avait gagné la loi, mais la lutte pour l'âme d'une nation assoiffée ne faisait que commencer. La prohibition a peut-être commencé avec la ratification du 18e amendement, mais c'est la loi Volstead qui a donné des dents à la loi, et beaucoup de petits caractères. Nommée d'après le membre du Congrès Andrew Volstead, qui a défendu son adoption au Congrès, la loi a défini ce que signifiait réellement boisson alcoolisée enivrante. Attention, ça ne se contentait pas d'interdire les alcools forts, ça interdisait tout ce qui contenait plus de 0,5% d'alcool. Cela incluait la bière, le vin, le cidre, même les toniques médicinaux. Soudain, l'ordinaire est devenu illégal. Mais aussi stricte que paraissait la loi Volstead, elle était aussi criblée de failles, de contradictions et de gymnastiques juridiques qui ont transformé son application en un cauchemar. Pour commencer, la prohibition ne rendait pas illégal de boire de l'alcool. Tu pouvais toujours en boire, tu ne pouvais juste pas le vendre, le transporter ou le fabriquer. Cela signifiait que si t'avais une cave pleine de vin ou quelques barils de whisky avant l'entrée en vigueur de la loi, t'étais techniquement en sécurité. La constitution de réserves privées est devenue une activité secondaire en plein essor, et de nombreux Américains riches ont acheté des inventaires entiers avant l'entrée en vigueur de l'interdiction. Ensuite, il y a eu les exemptions religieuses. Le vin pour la communion était toujours légal. Soudain, les églises, certaines vraies, d'autres fabriquées à la hâte, ont vu leurs membres monter en flèche. Le clergé s'est retrouvé dans la situation inhabituelle des fonctions à la fois de chef spirituel et de distributeur d'alcool. Un prêtre plaisantait en disant que sa congrégation avait miraculeusement grandi du jour au lendemain. Les failles médicales étaient encore plus absurdes, les médecins pouvaient prescrire de l'alcool à des fins médicinales et les pharmacies pouvaient légalement le distribuer. Cela a conduit à une explosion de prescriptions louches et à un essor des affaires pour des chaînes comme Walgreens, qui est passé de 20 magasins à plus de 500 pendant la prohibition. Du bourbon pour une toux, du brandy pour vos nerfs, faites votre choix. Pendant ce temps, l'application de la loi revenait au bureau de la prohibition nouvellement formé, une agence gravement sous-financée et souvent corrompue qui ne pouvait pas suivre. De nombreux agents étaient soit soudoyés, soit intimidés, soit simplement dépassés. Les raids étaient incohérents, les peines souvent clémentes et les bootleggers toujours un pas en avant. La loi Volstead, en théorie, était censée créer une société sobre grâce à un contrôle strict. En pratique, elle a créé un enchevêtrement de zones grises, d'applications sélectives et un terrain fertile pour une économie souterraine en plein essor. Alors que la loi Volstead entrait en vigueur et que l'alcool légal disparaissait des étagères, quelque chose d'autre a commencé à fleurir dans l'ombre, les speakeasy. Ces bars et boîtes de nuit illicites ont surgi dans les sous-sols, les arrière-salles et derrière les murs coulissants dans les villes de toute l'Amérique. Le terme speakeasy vient du fait qu'on disait aux clients de speakeasy, parlez doucement, de leur emplacement, car si la mauvaise personne entendait, la fête pouvait se terminer par un raid de police. Mais ces raids étaient rarement couronnés de succès. Les speakeasy ne se cachaient pas seulement, ils étaient protégés. Au milieu des années 1920, il y avait des dizaines de milliers de speakeasy rien qu'à New York. Beaucoup opéraient au vu et au su de tous, soudoyant les fonctionnaires locaux et les flics pour qu'ils ferment les yeux. Un raid pouvait avoir lieu pour la forme, mais en coulisses, l'argent changeait de main et les portes rouvraient en quelques heures. À l'intérieur, la scène était électrique. Des groupes de jazz jouaient des improvisations endiablées, des femmes en robe à franges buvaient aux côtés d'hommes en smoking. Pour la première fois, le mélange social faisait partie de la culture de la consommation. Les speakeasy ont brisé les barrières entre les classes, entre les races, entre les sexes. Dans de nombreux speakeasy urbains, des clients blancs dansaient sur de la musique noire et des femmes fumaient, buvaient et flirtaient ouvertement. C'était rebelle, glamour et enivrant dans tous les sens du terme. Mais l'alcool était souvent douteux au mieux, et mortel au pire. Avec les distilleries légales fermées, les bootleggers ont commencé à fabriquer de l'alcool dans des laboratoires et des baignoires cachées. Ce gin de baignoire était souvent brut, non réglementé et additionné de produits chimiques dangereux pour augmenter l'offre. La cécité et l'empoisonnement n'étaient pas rares. Pourtant, la demande était si forte que les gens étaient prêts à prendre le risque. Les speakeasy étaient plus que des bars, ils étaient des symboles de défi. Ils représentaient l'échec de la prohibition à éradiquer l'histoire d'amour de l'Amérique avec l'alcool. Plus le gouvernement essayait de faire appliquer l'interdiction, plus le public trouvait des moyens créatifs de la contourner. Des compartiments cachés, des mots de passe secrets, de fausses devantures de magasins. La prohibition a transformé des citoyens ordinaires en hors-la-loi de tous les jours. Ce faisant, la vie nocturne s'est transformée, la culture jazz a explosé,
la mode a changé et même l'argot a évolué avec des termes comme juice joint, giggle water et bootleg faisant partie du langage courant. Le speakeasy n'était pas seulement une solution de contournement, c'était une révolution culturelle déguisée. La prohibition avait pour but de rendre l'Amérique sobre et vertueuse, au lieu de cela, elle a rendu le pays plus sournois, plus audacieux et infiniment plus rebelle. Alors que la prohibition poussait l'alcool dans la clandestinité, le crime organisé est entré en scène, armé, ambitieux et désireux de fournir ce que le gouvernement avait interdit. Avec l'alcool illégal et la demande grimpant en flèche, une économie de marché noir est née, et en son cœur se trouvaient les gangsters qui ont transformé l'alcool en une affaire de plusieurs milliards de dollars. Nulle part cette transformation n'était plus visible qu'à Chicago, où Al Capone est devenu le visage du monde souterrain de la prohibition. Capone n'était pas seulement un voyou, il était un homme d'affaires, un stratège et une personnalité publique qui fournissait des emplois, dirigeait des soupes populaires et soudoyait la police avec de la menue monnaie. Mais derrière l'image publique se cachait un exécuteur impitoyable qui régnait par la violence, la peur et la corruption. L'empire de Capone faisait le trafic de milliers de gallons de liqueur illégale, la déplaçant à travers des entrepôts secrets, des convois armés et des speakeasy corrompus. Il avait des quartiers entiers sous son emprise, des juges, des maires, même des forces de l'ordre. Et il n'était pas seul. Dans tout le pays, des villes comme New York, Détroit et Kansas City ont vu l'ascension de rois bootleggers, de mobs irlandais, de mafias siciliennes et de syndicats du crime juif, tous utilisant la prohibition comme leur ticket d'or. Ces réseaux criminels ne se contentaient pas de déplacer de l'alcool, ils ont professionnalisé le crime. Ils ont créé des systèmes, des hiérarchies et des règles. Les guerres de territoire étaient courantes et le sang coulait souvent. L'un des événements les plus tristement célèbres a été le massacre de la Saint-Valentin de 1929, où 7 membres d'un gang rival ont été alignés et abattus en plein jour, prétendument sur les ordres de Capone. Le message était clair, ce n'était pas de la violence de rue à petite échelle, c'était une guerre organisée. Ironiquement, plus le gouvernement fédéral sévérissait, plus les criminels devenaient sophistiqués. Les contrebandiers utilisaient des bateaux rapides sur les côtes et des voitures modifiées avec des compartiments cachés à l'intérieur des terres. Certains ont même construit des tunnels sous la frontière entre les États-Unis et le Canada pour faire entrer du whisky de Montréal. D'autres avaient des initiés dans les distilleries qui produisaient encore légalement de l'alcool médical ou industriel, qui était ensuite transformé en spiritueux de contrebande. L'opinion publique a commencé à changer. Les gens ont remis en question une loi qui semblait engendrer plus de crimes qu'elle n'en empêchait. Ce qui avait commencé comme une croisade morale était maintenant en train de permettre l'essor d'empires criminels plus puissants et violents que tout ce que le pays avait jamais vu. Alors que les bootleggers et les gangsters prospéraient dans les ruelles et les entrepôts secrets, le gouvernement fédéral essayait désespérément de tenir la ligne. Entraient les agents de la prohibition, ou comme ils ont été connus, les UG-men, chargés de faire appliquer la loi Volstead. Ces hommes étaient censés être les gardiens moraux de l'Amérique, traquant la liqueur illégale et ramenant l'ordre dans une nation devenue hors la loi. Mais il y avait un problème, presque tout était contre eux. Lorsque la prohibition a commencé, il y avait moins de 1500 agents fédéraux chargés de l'appliquer à l'échelle nationale. C'est un agent pour 70 000 personnes. Ces hommes étaient mal formés, sous-payés et dépassés. Et il n'a pas fallu longtemps pour que la corruption s'infiltre. Avec les gangsters offrant des pots de vin qui dépassaient de loin le salaire du gouvernement, de nombreux agents ont fermé les yeux ou ont activement participé au crime même qu'ils étaient embauchés pour arrêter. Pourtant, tous les G-men n'étaient pas corrompus. Certains, comme Elliot Ness, ont acquis une renommée pour leur dévouement. Ness a dirigé une équipe appelée les Incorruptibles, connue pour son refus de prendre des pots de vin et sa poursuite implacable de l'empire d'Al Capone. Ils ont démoli des alambics, ont fait des raids dans des entrepôts et ont essayé de ramener l'ordre dans la ville sans loi de Chicago. Mais même Ness n'a pas pu faire tomber Capone grâce à la loi sur la prohibition. Ce travail a finalement été confié à l'IRS, qui l'a coincé pour fraude fiscale, et non pour bootlegging. La plupart des efforts d'application de la loi étaient maladroits au mieux et dangereux au pire. Les raids étaient souvent annoncés à l'avance, des innocents étaient parfois pris dans le chaos, et le marché noir s'adaptait simplement. Les bootleggers sont devenus des maîtres de la tromperie, changeant de route, déguisant les expéditions et créant des réseaux qui se déplaçaient plus vite que la loi. Le gouvernement a même pris une tournure plus sombre. Dans une tentative d'empêcher les gens de boire de l'alcool industriel utilisé dans le bootlegging, les fonctionnaires fédéraux ont ordonné qu'il soit empoisonné. Des milliers de personnes ont été malades et des centaines sont mortes. La presse a appelé cela un meurtre du gouvernement. L'opinion publique, déjà amère, est devenue plus amère encore.
Tout cela a contribué à un sentiment croissant que la prohibition était inapplicable et, pire encore, injuste. Des citoyens respectueux des lois sont devenus des criminels du jour au lendemain, et de vrais criminels sont devenus riches, puissants et intouchables. Alors que les législateurs essayaient de légiférer la moralité et que les G-men chassaient les bootleggers dans les ruelles, la culture américaine subissait une révolution à part entière. La prohibition n'a pas seulement changé la loi, elle a changé l'ambiance. Et dans cet espace chaotique et enivrant, de nouvelles voix se sont élevées, de nouveaux rythmes ont explosé et un nouveau type d'identité américaine a émergé. Au centre de tout cela, il y avait les femmes. Le mouvement même qui a poussé à la prohibition, mené en grande partie par des groupes de femmes, avait involontairement ouvert une porte culturelle qu'elles ne pouvaient pas refermer. Avec le 19e amendement accordant aux femmes le droit de vote juste avant le début de la prohibition, les femmes ont soudainement eu plus de pouvoir politique, plus de visibilité et plus de liberté pour redéfinir leur rôle dans la société. Dans les villes rugissantes, l'image de la flappée est née. Elle fumait, elle buvait, elle se coupait les cheveux courts, dansait en public, portait des robes scandaleuses qui montraient les chevilles et les genoux et rejetait la soumission tranquille attendue des générations précédentes. Elle ne se contentait pas de briser les normes sociales, elle les effaçait. Et où allait-elle exprimer toute cette rébellion? Au speakeasy, bien sûr. Là, les femmes et les hommes se mélangeaient librement. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils pouvaient socialiser en tant qu'égaux, partageant des boissons et dansant côte à côte. Les règles strictes de l'étiquette victorienne ont fondu sous la chaleur du swing et des saxophones. C'était l'âge du jazz, une éruption culturelle qui a changé la musique américaine à jamais. Le jazz est né dans les communautés noires de la Nouvelle-Orléans, mais s'est répandu comme une traînée de poudre pendant la Prohibition. Il était fort, sauvage, improvisé et sans complexe moderne. Des clubs comme le Cotton Club à Harlem attiraient des clients blancs désireux d'entendre des musiciens noirs comme Duke Ellington et Louis Armstrong, même si la ségrégation restait à l'extérieur de la porte. Outre la musique, la prohibition a inspiré un boom littéraire. Des écrivains comme F. Scott Fitzgerald ont capturé la décadence, la désillusion et le chaos imbibé d'alcool des années 1920. Le rêve américain était en train d'être réécrit en temps réel, avec du gin on the rock. Même la mode a changé. Les vêtements sont devenus moins restrictifs, les coiffures plus courtes, les mœurs plus lâches. Ce qui avait commencé comme un mouvement pour assainir la société a accidentellement déclenché une génération de personnes déterminées à enfreindre toutes les règles. La prohibition n'a pas purifié la culture, elle l'a libérée. Dans le vide créé par la répression, l'art, l'expression et la rébellion ont prospéré. Alors que les années 1920 laissaient la place aux années 1930, les États-Unis ont été frappés par un tremblement de terre qui a ébranlé tous les coins de la société, la Grande Dépression. Les banques ont fait faillite, le chômage a grimpé en flèche et les files d'attente pour le pain s'étendaient sur des pâtés de maison. Au milieu de ce désespoir croissant, la grande croisade morale de la prohibition a commencé à ressembler moins à une vertu et plus à un luxe que le pays ne pouvait plus se permettre. Soudain, l'idée d'interdire l'alcool n'était pas seulement incommode, elle était économiquement dévastatrice. Légaliser à nouveau l'alcool signifiait des emplois potentiels, des recettes fiscales et un allègement économique. Avant la prohibition, les taxes sur l'alcool représentaient jusqu'à 30% des revenus fédéraux. Maintenant, le gouvernement était fauché, tout comme les gens. L'abrogation a commencé à avoir plus de sens que jamais, non seulement pour le public, mais aussi pour les politiciens. Le président Herbert Hoover, qui avait qualifié la prohibition des nobles expériences, s'est retrouvé de plus en plus en décalage avec l'ambiance nationale. Au moment où Franklin D. Roosevelt a fait campagne pour la présidence en 1932, il a ouvertement soutenu l'abrogation dans le cadre de son programme du New Deal. Sa victoire a marqué un tournant, non seulement politiquement, mais aussi culturellement. Les Américains étaient prêts à boire légalement à nouveau. Le coup de grâce est venu avec la ratification du 21e amendement en décembre 1933, qui a officiellement abrogé le 18e amendement. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un amendement constitutionnel a été effacé par un autre. Des bouchons de champagne ont sauté d'un océan à l'autre, des bars ont rouvert, des brasseries ont été réoutillées. Un grand soupir de soulagement a balayé la nation, non seulement parce que l'alcool était de nouveau légal, mais parce qu'une longue contradiction nationale avait enfin pris fin. Mais le mal était déjà fait. Le marché noir créé par la prohibition n'a pas disparu du jour au lendemain. Le crime organisé était devenu trop fort, trop riche et trop enraciné dans les structures de pouvoir urbaines pour simplement s'en aller. Les gangsters qui dirigeaient autrefois des opérations de bootlegging sont passés au jeu de hasard,
à la prostitution et au trafic de drogue. Le gouvernement fédéral avait créé un monstre, et le tuer prendrait des décennies. Culturellement, l'ère a laissé des cicatrices et des légendes. Les speakeasy, le jazz, les flappés et les gangsters sont devenus une partie du mytho américain. La prohibition avait échoué dans sa mission de rendre la nation sobre, mais elle a réussi à la remodeler entièrement. Même après que le bouchon ait sauté à la fin officielle de la prohibition en 1933, son héritage ne s'est pas simplement évaporé. Les conséquences sociales, politiques et criminelles de l'ère sont restées, et à bien des égards, elles résonnent encore dans la vie américaine d'aujourd'hui. L'impact le plus évident ? Le crime organisé n'a pas disparu, il s'est adapté. Les empires de bootlegging construits pendant la prohibition ont donné naissance aux syndicats mafieux modernes. Les routes de contrebande, les systèmes de corruption et les réseaux de corruption étaient devenus si sophistiqués que les organisations criminelles ont simplement changé de vitesse pour passer aux stupéfiants, aux jeux de hasard, à l'extorsion et aux raquettes du travail. La violence n'a pas disparu non plus. La prohibition avait donné le pouvoir aux familles criminelles, et elle n'allait pas le rendre. L'ère a également transformé les forces de l'ordre américaines. L'échec à contrôler l'alcool a révélé à quel point le pouvoir de police du gouvernement fédéral était faible et fragmenté. En réponse, le FBI s'est développé, les techniques de surveillance ont été affinées et les forces de l'ordre sont devenues plus centralisées et professionnalisées. La guerre américaine moderne contre le crime est née des cendres d'une guerre ratée contre la liqueur. Sur le plan politique, la prohibition a révélé les dangers de la législation de la moralité à l'échelle nationale. Ce qui avait commencé comme un mouvement pour élever le caractère moral du pays s'est transformé en un exercice d'hypocrisie et de rébellion. Les électeurs, en particulier dans les zones urbaines, ont appris que les lois déconnectées du comportement public sont vouées à l'échec. L'expérience a laissé de nombreux Américains sceptiques quant aux futures croisades morales et méfiants à l'égard des politiciens promettant la pureté par le biais de la politique. Ensuite, il y a eu le changement culturel. La prohibition a involontairement déclenché une méfiance plus large à l'égard des excès du gouvernement. Les gens n'aimaient pas qu'on leur dise comment vivre, boire et socialiser. Ce ressentiment ressurgirait dans les décennies suivantes, des campagnes anti-tabac au débat sur la légalisation des drogues. Le fantôme de la loi Volstead hante la culture américaine chaque fois qu'il y a un affrontement entre la loi et le style de vie. Même l'industrie de l'alcool a dû se reconstruire à partir de zéro. Dans les décennies qui ont suivi l'abrogation, des réglementations ont été introduites pour contrôler la publicité, l'âge légal pour boire et la distribution. À ce jour, les lois sur l'alcool aux États-Unis varient considérablement d'un État à l'autre, un héritage désordonné des années de prohibition fracturée. Mais peut-être que la conséquence la plus durable a été psychologique. La prohibition a appris aux Américains qu'interdire quelque chose ne le fait pas disparaître, cela le pousse simplement dans la clandestinité. Longtemps après la fermeture du dernier speakeasy et la disparition du dernier bootlegger dans l'histoire, l'ère de la prohibition a trouvé une seconde vie, cette fois dans la culture populaire. Ce qui avait été une décennie de chaos juridique et de crimes sanglants est devenu un mythe étincelant de gangsters en costume à rayures, de clubs remplis de jazz et de glamour rebelle. La prohibition n'a pas seulement laissé derrière elle des lois, elle a laissé derrière elle des légendes. Hollywood n'a pas tardé à réagir. Des films comme Little Caesar, 1931, et The Public Enemy, 1931, ont transformé les bootleggers en icônes. James Cagney et Edward G. Robinson n'ont pas seulement joué des gangsters, ils les ont définis. Al Capone n'était plus seulement un criminel, c'était un anti-héros célèbre. Les frontières entre le méchant et le héros populaire se sont estompées, et l'Amérique est tombée amoureuse des hommes même que le gouvernement avait essayé d'effacer. La tendance s'est poursuivie au fil des décennies. Les Incorruptibles, il était une fois en Amérique, Boardwalk Empire. Chaque récit ajoutait plus de glamour, plus de cran et plus de mythologie à une époque qui avait été en réalité chaotique et souvent brutale. Les speakeasy, autrefois des repères clandestins d'alcool douteux, ont été réimaginés comme des salons chics remplis de swing et de charme art déco. Même le langage de l'époque est resté, des mots comme bootleg, gigle water, juice joint et whoosh surgissent encore dans les bars rétro et les soirées à thème. Le look flappé, avec ses robes à franges et ses cheveux au carré, reste un incontournable de la mode dans la culture du costume. Et le jazz, la bande sonore de la rébellion pendant la Prohibition, est devenu un symbole déterminant de la créativité américaine. Mais ce n'était pas seulement du divertissement. L'histoire de la Prohibition est devenue une parabole morale, enseignée dans les écoles, débattue dans les cercles politiques et invoquée à chaque fois qu'un nouveau mouvement essayait d'interdire quelque chose, qu'il s'agisse des lois sur le cannabis,
de la censure d'Internet ou des restrictions alimentaires. Les critiques demandent souvent, sommes-nous en train de répéter la prohibition? Elle a également contribué à alimenter la fascination américaine pour le héros hors-la-loi, l'idée que lorsque les lois vont trop loin, il n'est pas seulement acceptable de les enfreindre, c'est patriotique. Cet état d'esprit, enraciné dans la culture speakeasy de la prohibition, continue de façonner les attitudes envers l'autorité et la rébellion. En fin de compte, la prohibition a échoué à rendre l'Amérique sobre, mais elle a réussi à la rendre légendaire. Elle est devenue une histoire non seulement sur la loi et l'ordre, mais sur la résistance, la culture et le pouvoir des conséquences imprévues.